Les exploitations agricoles, on le sait tous ici, je vous remercie d'abord de participer, je remercie nos intervenants que je vais vous présenter, se sont mis à des aléas réguliers, plus que réguliers, j'allais dire aujourd'hui quasi quotidiens, aléas climatiques. Selon la météo, vous le savez, la récolte peut être bonne, catastrophique, et cette année on peut dire qu'on a été servi. Aléas sanitaires, bon je ne vous fais pas de dessin, on a tous compris les impacts que ça peut avoir sur nos marchés et sur nos approvisionnements. Et puis le traditionnel aléa économique. On en parle peu, mais ça existe aussi, l'aléa économique. Les prix qui s'effondrent ou qui peuvent monter, ce qui est plus rare. Mais enfin, ça arrive. Bon, ça, vous le savez tous ici. Bon, je ne vais pas vous le redire, vous connaissez bien le secteur. On se rend compte d'une autre chose, qui est peut-être aussi, presque aussi fondamentale que ces aléas que je viens de vous parler. La question de la main-d'œuvre, les bras qui font tourner nos exploitations. Cette question-là devient de plus en plus problématique ou stratégique. Et évidemment, c'est l'objet de notre conférence ce matin. Trouver des salariés, les former, les fidéliser, mais aussi, allez, j'ose le mot, les rendre heureux, participer au maximum à leur épanouissement, professionnel bien sûr, mais leur épanouissement. Tout cela devient une question stratégique pour les exploitations agricoles, pour nos exploitations. C'est dans ce contexte que nous allons vous présenter ce matin la dernière convention collective agricole qui institue une retraite supplémentaire pour les salariés agricoles non cadres, c'est-à-dire pour tous nos ouvriers, tous nos personnels, je dis nos, moi j'en ai pas, mais tous les personnels, les bras qui font l'acte de production. Alors, accord inédit, innovant, accord obligatoire. Toutes les entreprises qui l'emploi de la main-d'œuvre sont concernées, et donc, bien évidemment, vous l'avez compris, tous les non-cadres, donc une énorme proportion de nos salariés. On va tout vous dire d'abord dans le détail. Qui ça concerne? Comment ça fonctionne? Combien ça coûte? Question importante. Mais on essaiera d'aller plus loin. Pourquoi les représentants du monde agricole qui sont ici devant vous, enfin une partie, pas tous, mais ceux-là sont devant vous ce matin, pourquoi ont-ils fait ce choix fort d'instituer cette retraite supplémentaire? Comment ça peut évoluer à l'avenir? Ils le savent, on s'est tous parlé, mais je leur redis, on va discuter de cette question. Et puis d'une manière plus globale, comment le monde agricole vit-il la protection sociale? Comment ça marche? Qu'est-ce qu'il en attend? Et surtout, qu'est-ce que ça apporte? Je vous présente nos intervenants qui vont vous présenter cet accord et qui répondront, on va y revenir, à toutes vos questions. N'hésitez pas, c'est pour vous qu'on fait cette conférence. Prenez la parole, on vous amènera un micro. Jérôme Vol, vice-président de la FNSEA, qui est au milieu, vous avez le petit écriteau, vice-président aussi du groupe Agrica, Jérôme. Philippe Largeau, représentant de la Fédération nationale des entrepreneurs des territoires. Franck Tivierge, de l'autre côté, représentant CFDT. Absolument. Pierre Millet, CFE-CGC. Oui. Et Pierre Jardon, CFTC. Alors, on peut dire que vous connaissez le sujet, messieurs. Il n'y a pas de dame aujourd'hui, mais vous connaissez le sujet parce que vous l'avez négocié, discuté, au milieu d'autres organisations de salariés qui comprennent aussi la CGT, FO et qui ont participé, bien évidemment, je vais dire à l'égal de tout le monde, à toutes les discussions. Mais vous l'avez signé. Vous avez signé, donc vous savez de quoi vous parlez. Vous allez nous dire pourquoi vous l'avez signé, au nom, bien sûr, de votre organisation. Alors, il y aura évidemment un temps de questions-réponses à la fin de la présentation de nos échanges. Mais je le redis, si vous avez envie de réagir parce qu'il y a un truc qui vous prend la gorge, ou si vous avez envie de poser une question parce qu'il y a un truc qui n'est pas clair, vous levez le bras, vous criez, vous me faites signe. Et on viendra vers vous. Pas trop fort. Alors, pas trop fort parce qu'on est dans une petite salle, on va bien s'entendre. Alors, on commence d'abord, et là, ça s'adresse à tout le monde, à nos 5 intervenants, mais je vais d'abord me tourner vers Pierre Jardon. Expliquez-nous, qu'est-ce qu'il y a dans cet accord? Qu'est-ce qu'il dit? Bref, qu'est-ce que ça change? Très bien. Alors, donc c'est un accord de retraite supplémentaire qu'on a négocié parallèlement à la négociation de la convention collective à la Convention collective nationale production agricole d'une part, mais aussi travaux agricoles d'autre part. Donc on est bien sur 2 accords distincts, mais dans le contenu de ces 2 accords, il y a la même chose. Donc on a signé ces accords fin 2020.
Ils sont tous les deux applicables depuis le 1er juillet 2021. Donc Alors, déjà applicables aujourd'hui, hein? Ils sont applicables, ils sont entrés en vigueur. D'accord. Les deux accords sont entrés en vigueur. C'est en application. Exactement. Alors de quoi on parle? On parle de retraite supplémentaire. Donc la retraite... Parlez bien dans le micro, Pierre. Voilà. Oui, merci. Parfait. La retraite, il y a... Tout le monde connaît les deux grands piliers. On a la retraite de base, obligatoire. À cela s'ajoute la retraite complémentaire, qui est obligatoire. Et là, ce qu'on a mis en place en production agricole et en travaux agricoles, c'est un troisième pilier de retraite, la retraite supplémentaire. C'est un troisième pilier, c'est autre chose. C'est un troisième pilier. D'accord. Il y a 3 piliers, retraite de base, retraite complémentaire, retraite supplémentaire. Donc l'objectif, comme son nom l'indique, c'est de compléter sa retraite, compléter le régime de base et le régime complémentaire. Ça s'adresse à qui? Donc ça s'adresse à tous les salariés qui ont 12 mois d'ancienneté minimum. Non cadre. Non cadre. Alors pourquoi on parle des non cadres? Parce que les cadres étaient déjà couverts. Les cadres bénéficient déjà d'un régime de retraite supplémentaire, c'est historique depuis des décennies. D'accord. Depuis des décennies. Et donc là, ce qu'on a voulu faire, c'est couvrir aussi les non cadres. Donc effectivement, ça s'applique aux non cadres qui ont au moins 12 mois d'ancienneté. Est-ce que c'est obligatoire? C'est un accord qu'on a rendu obligatoire, effectivement. Alors, à combien est la cotisation? Quelle est l'assiette? Dites-nous comment ça fonctionne. Voilà, alors la cotisation, donc, c'est une cotisation sur le bulletin de paye de 1% du salaire brut. 1% du salaire brut, c'est ça aujourd'hui? C'est ça, c'est 1% du salaire brut qui est réparti à part égale entre la cotisation patronale, donc de 0,5%, et une cotisation salariale de 0,5%. D'accord. Donc ça, c'est pour la cotisation. Donc il est rentré en application. Comment ça... Depuis le 1er juillet, tous les salariés qui ont au moins 12 mois d'ancienneté, sur leur bulletin de paye, il y a cette nouvelle cotisation de retraite supplémentaire de 1%. D'accord. Je m'adresse aussi à tous les autres, hein. Vous pouvez compléter si vous voyez des choses qui manquent. Je vous en prie, Pierre, allez-y. Juste les cadres, c'est depuis 1952. 52. D'accord. Donc vous en bénéficiez déjà? Tout à fait. Par contre, la cotisation est de 2,5%. Ah, vous êtes à 2,5%. Eh bien alors on va voir tout de suite qu'est-ce que ça change. Qu'est-ce que ça apporte 1% de cotisation? À combien peuvent prétendre les salariés non cadres agricoles? Allez, j'allais dire en fin de carrière, ça va leur amener combien? En plus, parce que si c'est un supplément, il faut qu'ils touchent. C'est ça. Alors, dans la théorie... Parlez bien dans le micro. Dans la théorie, effectivement, en fin de course, ça permet de compléter sa rente retraite, mais dans les faits, on est plutôt sur, finalement, l'acquisition d'un capital. Voilà. Pourquoi? Parce que pour pouvoir compléter sa rente, il faudrait que les droits à retraite supplémentaires acquis soient supérieurs à 100 € par mois. Donc là, on n'y est pas du tout. Je vais vous donner on est à combien chiffres. Là? Donc là, actuellement, j'ai fait une petite simulation. Quelqu'un qui commence à cotiser à partir de 40 ans, qui part en retraite à 62 ans, pour un salaire moyen de 22 000 € brut annuel. Oui. Hein, et ben cette personne-là, donc a cotisé donc 22 ans ouais. dans le oui. régime, Franck. partirait en fin de carrière avec soit une rente mensuelle de 238 €, annuelle, pardon. Ah, annuelle, pardon. je me disais mensuelle 230 €, annuelle. ça vaut le coup. Oui, bah oui, non, une rente annuelle de 238 €, donc on est très loin. Donc 230 des 100 pour 12 € mois. mensuels. Ça fait combien ça, 230 € pour 12 mois? Je suis nul, ça fait quelques dizaines d'euros, c'est nul. Voilà, hein, ça fait une vingtaine d'euros. Une vingtaine d'euros. Donc on est très loin des 100 € mensuels. Donc de fait, ça veut dire que la totalité des bénéficiaires, de toute façon, vont pas partir en rente, mais en capital. En capital. Et Ils en peuvent termes de prendre ça en capital. ça veut dire que quand ils arrivent en retraite, ils partent avec un capital, grosso modo, de 7 000 €. Franck. Voilà. Quand on fait ces négociations, on part du principe qu'il y a une attractivité de métier à conforter, oui. à engager. Et c'est pour les jeunes, c'est pour ceux qui arrivent aujourd'hui. C'est pas pour les salariés les plus âgés. Quand on regarde, si on cotise à 50 ans aujourd'hui, c'est pas pour cela, puisqu'ils n'auront pas le temps de cotiser suffisamment, mais on s'adresse plutôt à la population des 20-25 ans qui vont rentrer aujourd'hui. Les nouveaux arrivants. Et qui vont cotiser pendant 30-35 ans.
C'est une notion d'attractivité. On va en parler, hein. On présente l'accord, on va dire pourquoi vous l'avez signé après. Tout à fait. Après, dans l'agriculture, mais moi je suis issu d'autres branches où dans l'agriculture on fait le constat, ça a été rappelé, depuis plus de 60 ans, il y a une retraite supplémentaire pour les cadres, mais c'est lié à la sociologie de l'agriculture. Voilà. Aujourd'hui, ça a complètement changé. On a 1 million de contrats salariés, on a un fort pourcentage de non-cadres. Donc, on se félicite d'avoir discuté, négocié, de s'être entendu sur cette population de non-cadres qui, je le rappelle, pour beaucoup ont des salaires proches du SMIC, même s'il y a des évolutions. Voilà. Puisque celles qui existent aujourd'hui, c'est les TAM cadres, mais pas les salariés non cadres. Et quand on a alors je ne vais pas dans les chiffres, mais quand on a une retraite de 900 ou 1000 euros, avoir 30 euros de plus par mois, ça paye le pain. Et pour certains... C'est pas anodin. C'est pas anodin du tout. C'est pas anodin. Voilà. Vous êtes d'accord sur les chiffres qui ont été donnés, hein, vous êtes tous d'accord là-dessus? Oui, tout à fait. Bon. Donc c'est dans l'idée de dire, on s'adresse plutôt aux jeunes, qui vont cotiser dès maintenant quand ils rentrent dans la branche agricole, et à des salariés qui auront des perspectives de retraite qui sont quand même minimes, même si on souhaite des évolutions par la classification, vous l'avez rappelé, hein, c'est concomitant à la Convention collective nationale de se dire qu'on négocie en parallèle ce régime de retraite supplémentaire. On trouve que c'est un vrai apport d'avoir un socle conventionnel. Parlez bien dans le micro. Oui, avoir un socle conventionnel plus cette attractivité par un système de retraite supplémentaire. Jérôme. Oui, bonjour à tous. Merci d'échanger sur ce sujet qui est quand même un sujet au-delà des chiffres stratégiques, parce que le secteur agricole avait mis en place en 1952, et je dis bien en 1952, chose qui est quand même, je le dis, à l'époque... Novateur. Ah ben novateur, voire... révolutionnaire. Unique. Il faut le dire. Donc voilà, la retraite supplémentaire depuis 1952 sur les cadres a fait son effet, et ceux qui sont cadres dans la production agricole voient les effets quand ils prennent leur retraite, et Pierre en a témoigné tout à l'heure. Donc l'enjeu n'est pas les chiffres, c'est de donner une dynamique positive et se dire qu'en fait, il y a le régime de base de retraite, il y a ce qui est obligatoire avec une retraite complémentaire, et derrière, il peut y avoir une dynamique de l'employeur vis-à-vis de son salarié, de lui dire, plus ou moins jeune d'ailleurs, même à 50 ans, ça a un impact, de se dire qu'en fait, il faut préparer sa retraite. Et en fait, on est dans une dynamique positive. Et d'ailleurs, nous, on a signé un accord que mes collègues d'organisation syndicale diront toujours que c'est pas assez et que la participation des employeurs n'est peut-être pas suffisante. Elle reste en tout cas dynamique. Ça veut dire qu'on a mis sur les non-cadres, ça touche plus de 130 000 salariés. 130 000 salariés permanents. 230 000 salariés. Salariés permanents. Donc ça donne une dynamique hyper positive. Et je le dis ici, ça donne aussi une dynamique auprès des entreprises. Ça veut dire que ça, c'est le minimal. Dans une entreprise, il est possible que dans un accord d'entreprise, dans un échange avec les collaborateurs, de se dire qu'on met un supplément employeur, un supplément salarial qui donne une dynamique plus positive que l'accord national. On est bien sur des minima. Donc on a mis, j'ai envie de dire, le pied dans la porte d'une dynamique d'avancée sociale majeure. Deuxième élément, c'est que le salarié lui-même peut compléter. C'est la question que j'allais poser. Il peut amener de l'argent, lui ? Il peut amener de l'argent. Il peut contribuer à titre individuel à compléter le dispositif retraite supplémentaire. Jusqu'à quelle hauteur ? Il peut amener 1000, 10 000 euros C'est selon ses moyens, bien sûr. Ouais. Bon. En fait, on a ouvert une porte et une réflexion qui fait que le salarié, il ne faut pas qu'il pense au moment présent, comme l'entreprise d'ailleurs, mais qu'il pense à son avenir. Et moi, je trouve qu'au contraire, alors on ne sait pas l'évolution de la retraite supplémentaire, de nos accords, comment ils vont évoluer, etc. On en parlera. Mais là, à partir du 1er juillet, il y a un certain nombre de personnes qui rentrent dans une dynamique que les cadres avaient dans les entreprises, sûr, avec un taux différencié, mais parce que historiquement, et puis il faut que ça s'équilibre, etc., etc. Donc il y a une vraie dynamique positive. Ouais. C'est ce que je veux retenir, moi, en tout cas, au-delà des chiffres. Bien sûr. Non, mais on présente l'accord d'abord, et après une dynamique positive. Philippe. Oui, bonjour à tous. Juste pour compléter, je vais pas reprendre ce qui s'est dit.
Mais ce qu'il faut être conscient, c'est que malgré, depuis 2 ans, on a été soumis à une pandémie et des conditions de travail compliquées, il faut quand même savoir que pendant ce temps-là, il s'est fait des choses historiques. Il y a eu 2 conventions collectives, Production Agricole et TARF, qui ont abouti. Donc déjà, ça c'est des choses historiques. Aussitôt, c'est enchaîné cette retraite supplémentaire. Ça veut dire que, alors, comme ça s'est dit, au-delà des chiffres, il y a vraiment une volonté paritaire d'avancer pour le bien de nos salariés. Et donc ça, je pense que ça a encore plus de... Pour moi, ça a plus de valeur. Ouais. On va pas mettre de valeur, mais que le chiffre en lui-même, quoi. C'est-à-dire qu'on est sur une pente positive, on va dire un cercle vertueux. Voilà. C'est un choix que vous avez fait, vous. Aucune loi ne vous oblige à le faire. Non, tout à fait. Tout à fait. Et c'est un choix qu'on a fait. Et comme je disais, on est toujours dans la dynamique. On représente dans on va dire la grande famille agricole, employeur. Il faut quand même savoir qu'on représente que des entreprises. Des petites entreprises employeurs. Et donc, on a un lien d'homme à homme avec nos salariés. Donc, notre intérêt, et Jérôme ne va pas, je pense, contredire ce que je dis, on a vraiment une volonté d'apporter le maximum à nos salariés. On n'est pas dans une multinationale avec des systèmes RH et autres qui gèrent tout ça. Non, nous, on est en lien. Aujourd'hui, on est là, demain matin, on est avec nos salariés. Ouais. Et donc, notre volonté, c'est qu'on puisse avoir une relation vraiment d'homme à homme. Alors, quand je dis d'homme à homme, c'est avec un grand H, puisque nous avons aussi, bien sûr, des femmes dans nos entreprises. Mais c'est très important, ce lien. Et c'est pour ça que tant qu'on pourra, alors à la hauteur de nos possibilités, et on sait très bien, comme dit Jérôme, que les partenaires sociaux voudraient souvent que ça soit plus élevé, ce qui est tout à fait logique, mais il faut rester dans une dynamique positive et qu'on puisse avancer sereinement. Et vous pensez qu'il y a un état d'esprit de discussion, de négociation différent dans cette branche agricole ? Question à tout le monde, hein. Allez-y d'abord Philippe et puis après Franck. Oui, je pense qu'il y a une discussion très, très positive. Forcément, on ne tombe pas d'accord. Ce serait pas marrant d'ailleurs, si on tombait d'accord tout de suite. Donc il faut bien qu'il y ait un petit peu d'alimentation, voilà. Mais malgré tout, il y a un accord. Mais malgré tout, même s'il y a une disparité, on va dire, divergence d'opinion, ça reste toujours sur une base saine et positive. Franck, Jérôme et Pierre. Oui, par cet accord, on se détermine en disant que les enjeux du secteur agricole peuvent aussi trouver des réponses dans le dialogue social. On a un problème de main-d'œuvre, on a un problème d'attractivité, de fidélisation, de reconnaissance. Par le dialogue social de branche, entre partenaires sociaux, conjointement à Agrica, qui est un organisme paritaire, on trouve à la fois techniquement et politiquement des réponses aux enjeux du secteur. Pour vous, c'est déjà une réponse à ces enjeux-là. Cet accord répond à ça. Au-delà de l'accord qu'on a signé, c'est de montrer au pouvoir public, aux citoyens, aux salariés, que le dialogue social de branche pèse dans leurs conditions de vie futures. Là, on parle de retraite supplémentaire, mais aussi dans leur vie tout court, avec une convention collective nationale qui détermine quand même, pour 1 million et quelques de contrats, un socle minimal conventionnel pour tout le monde. La branche a sa place, voilà, et c'est ce qu'on prouve par cet accord notamment. Jérôme. Oui, pour rebondir sur ce que vient de dire M. Thivierge, très concrètement, la retraite supplémentaire va toucher 200 et quelques mille salariés permanents dans nos entreprises. La convention collective, elle, touche plus d'1 million de salariés. Donc ça veut dire quand même qu'on est dans une dynamique de représentation. Comme l'a dit Philippe Largeau, très clairement, nos entreprises sont des toutes petites entreprises. En tout cas, en nombre de salariés dans les entreprises. Donc la relation humaine qui s'engage entre le salarié et l'entrepreneur ou l'entreprise
et notamment l'exploitant agricole, sont des marques de confiance. Mais par contre, comme toujours dans le monde agricole, il y a des tabous, il y a des discussions qui ne sont pas toujours engagées, et que grâce au paritarisme et au travail au niveau national de nos relations entre les organisations patronales et les organisations syndicales, on est capable de donner des dynamiques positives et qui insufflent d'autres dynamiques dans les entreprises. Parce que nous, on est là pour donner un cadre, et après, c'est l'employeur avec son salarié ou ses salariés qui doivent engager une discussion de rémunération, d'accompagnement, etc., etc. Et tout cela montre qu'on est quand même dans un schéma très dynamique. Et c'est vrai qu'on n'a pas fait une retraite supplémentaire parce que d'autres secteurs d'activité ont fait des retraites supplémentaires avec un système plutôt de rente, de capital, enfin, avec de revenus. Nous, on est parti sur un schéma à points qui permet, je le dis comme l'accord de 1952 pour les cadres, ça veut dire qu'il y a un vrai pilotage paritaire politique de l'accompagnement de cette rémunération. Ça veut dire que c'est pas juste... C'est la gouvernance qui fera le choix chaque année en conseil d'administration au sein d'Agrica de donner une dynamique de points, etc., etc. Donc ça veut dire qu'il y a un pilotage politique. On n'a pas voulu laisser cela sans que derrière il n'y ait pas une maîtrise politique du sujet. Donc vous allez être obligé de discuter et de décider chaque année. Bien sûr, comme on le fait sur la retraite supplémentaire des cadres depuis 1952, ce qui permet d'être dans une démarche beaucoup plus positive, j'ai envie de dire, cadrage politique professionnel, et derrière aussi une visibilité pour les années à venir en termes d'accompagnement. Et je trouve que ce modèle qu'Agrica nous a proposé, que nous avons accompagné... C'est votre modèle, c'est un modèle spécifique. C'est notre modèle, parce que ce modèle-là, il donne du pilotage politique, et c'est pas juste une rémunération de retraite supplémentaire qui vient comme ça chez les salariés. Ça montre bien que le paritarisme veut maîtriser politiquement à la fois les accords, la dimension qu'on veut y donner, mais aussi la gestion. Et la gestion, on ne peut pas le faire de façon paritaire dans une négociation, et ça se fait au sein du groupe Agrica, qui, je le rappelle, est un groupe paritaire et qui permet d'avoir aujourd'hui une présidence des salariés du groupe Agrica, comme à un moment donné, la présidence était patronale. La réflexion, c'est vraiment de travailler là-dessus. Le monde agricole, parce qu'on parle de la retraite supplémentaire aujourd'hui, mais je le rappelle, on a voté aussi, on a signé ensemble ce qu'on appelle la carte campagne, qui fait de nous le plus gros comité d'entreprise de France, même devant EDF et d'autres entreprises, avec la carte campagne pour les salariés agricoles, la carte moisson pour les agriculteurs. Ça nous a permis de donner aussi une dimension de comité d'entreprise derrière, et ça donne une dynamique. Et ça aussi, le pilotage, alors c'est pas au sein d'Agrica parce que Agrica ne fait pas... mais ça illustre pour vous un état d'esprit. C'est un état d'esprit de dynamique positive qui montre qu'en fait la branche, avec les organisations syndicales, patronales, on est capable d'anticiper des gros sujets d'avenir, et ça permet aussi aux entreprises de prendre conscience que dans l'attractivité, on a besoin aussi d'insuffler auprès des salariés un certain nombre d'avantages et d'accompagnement. Pierre Millet, vous avez le recul, j'allais dire, depuis 1952. Alors, pas vous, pardon. C'est bon, ça me rajeunit. Le fait que ce soit piloté paritairement, dans cet état d'esprit que vient de décrire Jérôme, qu'est-ce que ça change ? Déjà pour expliquer... Parlez bien dans le micro, Pierre. Déjà pour expliquer que c'est une retraite par points. Ça, c'est le plus important. C'est ça. Qu'est-ce que ça change par point ? Expliquez-nous. Ça change que quand on met... il y a une somme d'argent qui arrive par rapport à une cotisation. Oui. Donc, ça donne un nombre de points acquis. Et au niveau, quand on redistribuera la rente, on donnera le prix du point que l'on redistribue. Ce qui aura été négocié entre vous. En deux mots, ça veut dire qu'on a une retraite de base MSA et puis des retraites complémentaires qui sont par répartition, c'est-à-dire que c'est les nouvelles générations qui paient la retraite des anciens. Contrairement là, c'est votre argent qu'on vous rend. C'est ça que ça veut dire, en quelque sorte. Soit sous forme de rente, comme on l'a dit, soit sous forme de capital. De capital, éventuellement. Pourquoi on a signé cet accord, c'est justement, même si on peut discuter... Vous n'êtes pas concerné. Pourquoi vous l'avez signé ? On l'a signé parce que, pour nous, c'est une porte qui s'ouvre
pour aller au-delà, et je l'espère, parce que pour la gestion même, c'est important, pour la gestion de cet accord, qu'il y ait des cotisations importantes, soit qu'elles soient mises par une cotisation plus importante, ce serait la panacée, mais on peut aussi ajouter de l'argent, on l'a dit, avec soit des primes, soit du compte épargne-temps, soit uniquement les salariés qui peuvent faire un apport. Bon, après, les conditions de sortie sont un peu différentes, on ne va peut-être pas rentrer dans les points de vue techniques de la redistribution. Sauf s'il y a des questions, on verra bien. On verra par la suite, mais bon, voilà. D'accord. Et on l'a signé. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que, on en discutait l'autre jour, moi je disais, quand on est passé aux 35 heures, on a augmenté la précarité de l'emploi. C'est-à-dire qu'on a eu moins de permanents, beaucoup plus de saisonniers. Au jour d'aujourd'hui, on arrive à un constat, c'est qu'on n'arrive plus à trouver de personnel permanent, qualifié, pour le travailler dans nos champs, dans nos vignes. C'est peut-être pas du qu'aux 35 heures, mais le problème, il est là, c'est clair. Et le problème, c'est qu'on n'a plus personne. Donc, d'où la nécessité de rendre le métier plus attractif. Bien sûr. Pour inciter les jeunes. L'enseignement oblige les jeunes à faire de grandes études, mais on peut faire aussi des études agricoles, plus techniques. Et qualifiantes. Plus courtes, peut-être pas forcément, plus courtes. Elles sont quelquefois largement aussi longues. C'est vrai que les médias tirent un peu à boulet rouge sur le milieu paysan en disant qu'ils ne gagnent pas leur vie, il y a des gens qui gagnent quand même leur vie, il y a des agriculteurs pour nourrir la France et la planète. On les a vus pendant le Covid, notamment. On les a revus, je vais dire, dans les médias. Et ce serait dommage de se priver du certain ministre appelé le jardin de la France. Alors, il y a d'autres interventions. J'aimerais juste... Alors, Pierre, tu voulais parler, et après Franck. J'aimerais que vous nous disiez s'il y a d'autres... Dites ce que vous avez envie de dire, bien sûr, mais s'il y a d'autres aspects techniques qu'on aurait oubliés. Et après, je me tournerai vers la salle si on a oublié des choses que vous voudriez qu'on vous explique sur cet accord. Que dit-il? Pierre d'abord et après Franck. Bon, déjà plusieurs choses par rapport à tout ce qui a été dit précédemment, dont je partage évidemment en grande partie. La première chose sur la force du dialogue social en agriculture. Je voudrais juste rappeler un chiffre important à mon sens, c'est que l'agriculture, la production agricole, c'est plus de 90% de toutes petites entreprises, c'est-à-dire de moins de 10 salariés, moins de 10 salariés. 90% des entreprises ont moins de 10 salariés. Exactement. Pour ceux qui en ont. Oui. Beaucoup n'en ont pas. Il y a beaucoup d'exploitants aussi qui n'ont pas de salariés. Donc là, on est bien en train de parler des entreprises employeurs de main-d'œuvre. La plupart, c'est pour ceux qui en ont, c'est moins de 10 salariés, souvent 1 ou 2. C'est important de le dire, pourquoi ? Parce que ça montre tout l'enjeu de la négociation de branche. Parce que comme il n'y a pas de représentant du personnel dans ces entreprises-là, il n'y a pas de DRH, et effectivement il y a un dialogue constant entre le salarié et son employeur, mais limite c'est souvent d'ailleurs la famille. Ça veut dire que toute la construction du droit social se fait au niveau de la branche. C'est le seul endroit où on peut vraiment parler. La plupart des fois. Voilà. Je parle bien pour ceux de moins de 10 salariés. Donc c'est très important. Et on a cette culture historique en agriculture, et je voudrais qu'on s'en félicite effectivement collectivement. Monsieur Vol a donné quelques exemples. J'aurais en donné d'autres. Des accords historiques, on en a fait beaucoup. Alors même que la loi ne nous l'imposait pas. Dans un contexte où il y avait plus de 90% de toutes petites entreprises, en 2008, et là ça nous concerne... qui plus est le groupe Agrica, entre autres, en 2008, on a signé quand même un accord sur une protection sociale complémentaire frais de santé, prévoyance lourde en cas d'essai, invalidité, et ainsi de suite. On a couvert tous les salariés en complémentaire frais de santé et en prévoyance lourde. En 2008, c'était pas obligatoire. On l'a mis en place, c'était un accord historique. Et aujourd'hui, ça fonctionne. Et aujourd'hui, ça vit, il y a des accords territoriaux, il y a l'accord national, c'est des accords qui vivent. On a protégé à ce moment-là tous les salariés des petites entreprises. Monsieur Vol a rappelé l'accord de 2012 sur la carte campagne. Dans des petites structures, il n'y a pas on l'a dit tout à l'heure, de CSE, il n'y a pas de comité d'entreprise. Et bien nous, on a fait, entre guillemets, un méga comité d'entreprise national. Et chaque salarié reçoit, via la MSA, tous les ans, une carte qui lui donne accès à des réductions, des avantages sur les cultures, les loisirs, la consommation, et ainsi de suite. Dans un contexte de 90% de TPE. C'est pas parce qu'on est dans une petite entreprise agricole qu'on n'a pas forcément les mêmes droits que les grandes entreprises. C'est ce qu'on essaye de construire ensemble. Et ça a pu être fait grâce à l'état d'esprit particulier que vous avez là. À la force du dialogue social qu'on a en agriculture. Et la retraite supplémentaire illustre aussi ça.
La retraite supplémentaire, ça a pour nous, CFTC, une dimension encore supplémentaire. Voilà, c'est un accord historique comme les autres, en ce que, effectivement, regardez dans les autres branches professionnelles, il n'y en a quand même pas beaucoup qui ont des dispositifs de retraite supplémentaire. Nous l'a mis en place, ça existait déjà pour les cadres, on l'a mis en place pour les non-cadres. Mais nous, la dimension supplémentaire que ça, c'est une dimension aussi de justice sociale. Je m'explique. En quelques mots, mais c'est important que chacun puisse avoir quand même ce regard-là. Pourquoi je dis de justice sociale ? C'est parce que, on l'a dit, depuis 1952, les cadres sont couverts en retraite supplémentaire. Au-delà des cadres, tous les salariés du régime agricole, tous, cadres et non-cadres, des organismes professionnels agricoles, bénéficiaient d'une retraite supplémentaire, sauf les non-cadres de la production agricole. Ah oui, il n'y avait que eux qui n'avaient pas ça. Il n'y a que les non-cadres de la production agricole qui ne bénéficiaient pas d'un régime de retraite supplémentaire dans le monde agricole. Donc pour vous, c'est une injustice. Dans le régime général, la plupart n'en ont pas. Mais dans le monde agricole, on a su construire ça depuis très longtemps, mais les non-cadres n'en bénéficiaient pas. Donc c'est pour ça que je parle de justice sociale. Je rajouterai une chose supplémentaire. Je vous ai dit, il y a 3 piliers. La retraite de base, la retraite complémentaire et aujourd'hui, la retraite supplémentaire. Sur la retraite complémentaire, là encore, je tiens quand même à le dire, les non-cadres et que les non-cadres de la production agricole avaient quand même entre guillemets, un handicap en termes de bénéfices de retraite complémentaire. Si on prend la cotisation salariée sur la retraite complémentaire, si je me permets un comparatif avec les cadres, un non-cadre paye plus de cotisations salariales pour bénéficier moins de retraite complémentaire. Ah oui. Voilà. Bon. Et donc, aujourd'hui, c'est l'histoire qui fait ça, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est la vérité, il faut qu'on sache le dire. On ne peut plus le négocier, la loi ne nous le permet pas. Et donc, rentrer dans le dispositif de retraite supplémentaire c'était aussi une façon de compenser cette injustice pour vous, à vos yeux. Effectivement à redonner un petit donc peu on comprend que vous étiez très demandeur de cet accord sur la retraite supplémentaire. C'est des demandes qu'on fait depuis un certain nombre d'années. On a fait des propositions depuis très longtemps sur le sujet et on se félicite vraiment d'avoir enfin pu effectivement rentrer dedans parallèlement l'année dernière, parallèlement à la convention collective. Franck, très important. Vous aussi, vous étiez demandeur à cet accord sur la retraite supplémentaire, j'imagine. Non, pas du tout. Oui, comme je disais tout à l'heure, en 2018, et je rejoins les propos de Pierre, quelle n'est pas ma surprise de voir que depuis plus de 60 ans, les cadres cotisent à une retraite supplémentaire, donc un plus qui ne remplace pas d'ailleurs la retraite de base et la complémentaire. Il n'est pas là pour ça du tout. Et on s'est félicité suite à ce constat et notre demande de la discussion avec les organisations patronales concernées, de dire oui, il y a un enjeu et oui, on veut bien discuter du sujet. D'accord. Vous étiez demandeur, vous avez dit on voudrait parler de ça. On a toujours dit qu'on signerait la convention collective nationale, alors pas en contrepartie, mais parallèlement à une retraite supplémentaire. Et oui, donc c'était une non, mais il ne forte. faut pas se cacher. On se dit les choses. On ne va pas se cacher. C'était le mandat de la FGA-CFDT. Voilà, clairement. Jérôme. Après, je ne reviens pas sur l'accord et les discussions, mais ça a été long quand même. Il fallait trouver des équilibres, penser à la fois aux avantages sociaux et fiscaux des salariés, mais aussi des entreprises. Et oui. Il a été rappelé les versements complémentaires, les droits possibles sur ce type de contrat. Agrica, qui est, à mon sens, et je crois que c'est un constat technique, la seule instance paritaire capable de gérer un régime par points aussi rapidement que ce qu'on le souhaite. Voilà, avec donc, nous, 2 leviers pour les salariés demain, c'est-à-dire qu'on peut revoir l'accord en termes de taux, d'assiette, de répartition, d'équilibre. Voilà, aujourd'hui, on est très égalitaire entre l'entreprise et le salarié. On est à 50-50 sur l'assiette. 50-50. Ouais. Voilà, en dessous, c'était pas acceptable, même si on a eu des discussions. Enfin, pour nous, en tout cas, c'était pas acceptable que ce soit pas au moins la juste répartition. Mais il y a eu des discussions. On peut l'entendre, c'est 0,5% de la masse salariale en agriculture. Enfin, donc ça représente aussi des sommes. Mais on a trouvé ce point d'équilibre. Donc on a ce levier-là. Le levier qu'a rappelé Pierre,
les deux d'ailleurs, Pierre, sur la gestion paritaire du régime par points, puisqu'on détermine le niveau du point. D'accord ? Donc on a plusieurs leviers. L'accord, la gestion paritaire, voilà. Donc on a mis, comme a dit Monsieur Vol, le pied dans la porte. Pour vous, c'est un bon accord. C'est un accord, enfin ça a été rappelé, il est historique, voilà. Et puis je pense même qu'il fera date, et d'autres branches, je le souhaite, s'empareront du sujet. Jérôme et Philippe, on a bien compris que les salariés étaient demandeurs, ils trouvent que c'est un bon accord. Pourquoi vous l'avez signé finalement ? Alors nous, on l'a signé, la convention collective et la structuration telle qu'on l'avait engagée dans le dialogue social au niveau national nous a permis de donner une dynamique supplémentaire. Moi je rappelle quand même que la production agricole, c'est 141 conventions collectives territoriales, 2 conventions collectives nationales, aquaculture et accouvage. Donc cette diversité faisait que ça ne nous empêchait pas d'ailleurs un certain nombre d'accords. On a rappelé tout à l'heure l'accord santé qui est historique aussi. Aujourd'hui, qui va bien au-delà de ce que la loi permet ou demande, exige aux entreprises. Donc je pense que notre souci, au-delà de la rémunération, c'est de voir comment on accompagne les salariés dans notre secteur. Et moi, je le dis avec beaucoup de sincérité, c'est pas parce qu'on est Agrica, c'est qu'on sait qu'on a un partenaire aussi d'accompagnement comme Agrica, qui est à la hauteur des enjeux. Ça aide. Ça veut dire qu'il y a une connaissance du secteur, il y a une connaissance des entreprises, il y a une vraie relation humaine. Et d'ailleurs, l'année dernière, en pleine période Covid, il a été décidé au sein d'Agrica, paritairement là aussi, de travailler sur Agrica solidaire pour accompagner ceux qui étaient le plus en difficulté dans les entreprises en tant que salariés ou en tant que retraités d'ailleurs. Et donc on a mis une dynamique positive. On connaît le secteur agricole. Et Agrica n'est pas une organisation de protection sociale hors sol. Elle travaille avec les partenaires sociaux, elle connaît les entreprises, elle connaît les salariés des entreprises, elle connaît les employeurs. Et donc ce régime par points, évidemment qu'on savait que Agrica était capable de le gérer parce qu'ils l'ont géré pour les cadres. On savait aussi qu'on avait la possibilité de bien le gérer dans le cadre des non-cadres. Voilà. Et ce régime par points donne un pilotage politique. Et ça, c'est tout à fait l'état d'esprit dans lequel nous sommes. Après, sur la contribution des uns et des autres, moi ce que j'aime regarder, c'est l'avenir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les entreprises s'engagent, les salariés prennent conscience. Voilà. Alors, ça coûte plus cher à l'entreprise, évidemment. Et oui. Ça fait moins de rémunération quand même pour le salarié au temps T. Oui. Mais par contre, ça lui donne une perspective d'avenir. Et donc, c'est ce qu'il faut regarder. Moi, je suis alors quelqu'un qui... Je me dis que l'état présent, on y arrivera toujours, quoi qu'il arrive. Par contre, si on ne prévoit pas un peu l'avenir, on se retrouve en difficulté au moment d'un certain nombre de... Déjà, le choc de la retraite est une chose. L'accompagnement qu'il y a derrière financier doit être à la hauteur des enjeux. Donc voilà, moi je reste sur le schéma où en fait, c'est un pied dans la porte, une dynamique, etc., etc. C'est un bon début. Pour les entreprises, le bienfait, c'est simplement d'avoir des bonnes relations avec les salariés. Oui, c'est pour ça que vous l'avez fait. C'est des choses qui, en fait, ne seraient pas venues naturellement dans les entreprises. Ça améliore la relation avec le salarié ? Ça améliore parce qu'on parle de ce sujet-là. Même pour un salarié, quand il rencontre d'autres salariés d'autres secteurs, dire qu'il a une retraite supplémentaire, c'est aussi valorisant pour lui. Lui dire qu'il a un comité d'entreprise alors qu'il est seul dans une entreprise, qu'il a le comité d'entreprise national avec la carte campagne, il n'y a pas beaucoup qui peuvent le dire dans les toutes petites entreprises d'autres secteurs. Vos salariés vous le disent, ça fait une différence. Ah oui, ils en parlent. En tout cas, si eux, ils ne veulent pas en parler, nous, on leur en parle. Dans l'entretien annuel. Voilà. On leur vend le truc. Philippe, même question. Pourquoi vous avez signé finalement ? Quelles sont vos motivations à vous ? Parce qu'on avait du temps et voilà, on s'est retrouvés autour d'une table, on a dit allez l'état d'esprit agricole quoi. Ouais, voilà. Ça a mis l'alcool aidant. 45 minutes ça a été fait. Non. Ouais. Non, sérieusement, non, je pense que c'était sur la même lancée, c'est-à-dire que on était sur une dynamique avec cette convention collective qui a abouti. Sur 2020 et donc on voulait aussi apporter
toujours dans cette dynamique et de mouvance pour nos salariés, d'apporter un plus, c'est clair. Alors aujourd'hui, c'est un plus qui reste quand même un atout important comme dit Jérôme, lorsque les salariés se le disent, en parlent, tout ça. Après, voilà, si on aborde le recrutement, aujourd'hui, alors... Est-ce qu'ils vous en parlent dans l'entretien d'embauche ? Je vais me tirer une balle dans le pied, mais c'est pas grave, ils vont être contents. Je suis pas certain que ce soit... Aujourd'hui, là, on dit que c'est un atout supplémentaire, quand même. C'est un atout supplémentaire pour un salarié. C'est une capitalisation. Mais aujourd'hui, ça ne résout pas le problème de l'embauche. Non. Et donc voilà, on peut apporter des choses, on peut toujours alimenter le bien. Donc voilà, il y a la retraite supplémentaire, on a la carte, il y a plein de choses. Il y a eu, donc on a parlé de la complémentaire santé. Qu'est-ce qu'ils vous demandent les salariés quand ils arrivent chez vous, dans l'entretien d'embauche ? Est-ce qu'ils vous parlent de ça, de cette couverture sociale ? On va se parler franchement. Non, c'est pas la priorité. Déjà, ils parlent de quoi ? Salaire, machine, durée de travail ? Alors, dans l'ordre, ils parlent machine. Machine d'abord. Parce que les salariés que l'on a, ce sont des jeunes qui sont passionnés. Ils viennent pas là par défaut. Ils viennent parce qu'ils sont passionnés. Quelle machine vous utilisez ? Par l'élevage, par la culture, par la vigne ou autre. Nous, par tout ce qui est agroéquipement. Voilà, ça c'est la première chose. L'environnement de travail, le machinisme. Après, bien sûr, salaire. Et derrière, les conditions de travail, ça c'est clair. On va pas les oublier. Mais alors, on leur énumère forcément tous les avantages et les accords qui existent. C'est un petit plus quand même ou pas ? C'est un plus, mais je dirais que c'est pas forcément c'est pas l'élément déclencheur. Bien sûr, évidemment. Et aujourd'hui, malheureusement, on est dans un contexte très compliqué. Alors, j'aborde le sujet, mais oui, on en parlera. Sur le recrutement et sur la main d'œuvre. Ouais. On va y revenir. D'accord. Franck et Jérôme. Oui, alors on a tous entendu le débat sur les retraites. Qui n'est pas fini. Qui n'est pas fini. Vous connaissez les uns et les autres les positions des organisations syndicales de salariés sur le sujet. La retraite, pour les jeunes comme pour les salariés plus anciens, c'est malgré tout un vrai sujet. Autant que la santé ou la prévoyance, c'est un sujet. Ils en parlent peut-être pas entre eux, puisqu'on parle plutôt, on est tous pareils. On parle de rémunération, combien je gagne tous les mois en net en bas de la feuille. C'est ce qui nous intéresse. Sauf que on a une réflexion quand même consciente ou inconsciente de dire demain, si je suis malade, comment je suis pris en charge ? S'il y a un décès, comment je suis pris en charge ? Si j'ai ma retraite à un moment donné, qu'est-ce qu'elle sera ? Donc il y a un vrai sujet humain derrière tout ça. Et pour vous pensez que ça concerne les salariés, c'est pas un hors-sol pour eux ? Et pas que les plus anciens. Les plus anciens aujourd'hui se tracassent peut-être moins d'ailleurs dans le débat sur les retraites de ce qu'ils vont toucher que les jeunes aujourd'hui. Et quand on discute avec des jeunes, moins de 36 ans, moins de 35 ans, ils ont une projection de leur vie future et il faut pas se tromper. On dit les jeunes, ils pensent pas à la retraite. C'est vrai, parce qu'on a tous commencé et c'est pas la première chose à laquelle on pense. Mais on y pense rapidement. Mais on y pense assez rapidement. Donc je trouve qu'une retraite supplémentaire, c'est humain, social, c'est un droit, on se devait de le mettre en place. Alors ça fidélisera, ça attirera peut-être pas, voilà. Mais quand je suis avec mes copains, mes copines, que je parle de mon contrat de travail, de ce que je fais dans la vie, etc., et de mes avantages périphériques, j'ai un CE, j'ai une retraite supplémentaire, j'ai un contrat santé qui va bien, ça joue. Et ça joue. Jérôme. Oui, par rapport à la question que tu as posée, très clairement, au moment de l'entretien d'embauche, d'abord la grosse difficulté pour le monde agricole aujourd'hui, mais comme d'autres secteurs d'activité aussi, c'est quand même le recrutement. Et d'avoir
la possibilité de choisir, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Très franchement, je le dis avec beaucoup de recul, on a quand même un problème de recrutement. Tu veux dire qu'on prend tout ce qui arrive là, c'est ça que... Non. On n'a pas le choix. Non, on prend les compétences qui arrivent. Ouais. Et les personnes qui arrivent, et on ne prend pas certaines personnes non plus. Par contre, on met des dispositifs d'accompagnement parce que tout le monde n'est pas au même niveau. Il y a besoin d'avoir un minimum de formation professionnelle. On a mis en place un certain nombre de certifications qualifiantes professionnelles de type CQP. Enfin, la profession se soucie de son propre recrutement et son propre avenir. Et ça, on le fait aussi paritairement. Donc on a une vraie démarche positive. Au moment du recrutement, on ne parle pas de ces sujets. De retraite supplémentaire, de complémentaire santé, prévoyance. Il ne faut pas croire. Ici, tous les gens qui ont été embauchés n'ont pas regardé ça en premier au moment du recrutement. C'est pas une question. Ils ont choisi une entreprise, ils ont choisi un secteur, une profession, et après, ils apprécient. Ils apprécient les conditions. Ils apprécient quand même. Ils apprécient les conditions qu'ils ont. Quand on prend sur la santé aujourd'hui ou sur la prévoyance, lorsqu'on a à changer des lunettes, qu'on a un problème de dents, etc. C'est là que la différence se fait. Quand il n'y a pas besoin de débourser 1 euro, parce qu'en fait, il y a le tiers payant qui fait qu'en fait, tout est pris en charge et qu'on n'a pas à débourser en tant que salarié ou en tant qu'exploitant agricole, c'est un plus qu'on apprécie. On n'est pas obligé de payer, de se dire qu'on va renvoyer à la complémentaire, etc. Tout cela, c'est appréciable, mais c'est appréciable au moment où on l'utilise. Oui. Pas au moment et la retraite supplémentaire, elle sera appréciable au moment où elle arrivera. Donc il y a des gens qui attendront 30 ans pour apprécier. Et ils auront l'impression... Non mais c'est ça. En fait. On en reparle dans 30 ans. Ben oui, c'est ça l'enjeu. Nous, paritairement, on doit mettre des outils qui facilitent et qui fassent que le salarié soit dans des bonnes conditions au moment où il a besoin de ces conditions-là. Le jour où il n'en a pas besoin, ça lui passe, mais alors, et évidemment que ça lui passe au-dessus. Par contre, le jour où il a besoin, il faut qu'on soit là et que les outils et les accords qu'on a mis en place soient à la hauteur des besoins et du salarié en tant que tel. C'est ça en tout cas qu'on essaye de développer dans ces accords. C'est pour ça que je ne veux pas qu'on évalue aujourd'hui la retraite supplémentaire pour le non-cadre. Bien sûr. Là où on arrive vraiment à l'évaluer, c'est sur les cadres, parce qu'il y a des gens qui en bénéficient pleinement. Et on n'a personne qui regrette les investissements, ni chez les salariés, ni les employeurs. Donc voilà, pour moi c'était important de dire que c'est pas au moment où on recrute que ces sujets sont primordiaux. Par contre, au premier problème de santé, au premier problème, etc., là on est content de l'avoir. Là c'est là où on apprécie quand même le service, et notamment le service d'Agrica. Question à tous, est-ce qu'on a une meilleure protection globalement dans notre secteur agricole que d'autres secteurs ailleurs? Est-ce que nos salariés peuvent se dire je suis mieux couvert que d'autres? C'est faisable ça ou pas? Jérôme et les autres? Je viens malheureusement de l'âge aidant d'être obligé de prendre des lunettes et ma femme a des lunettes aussi. Je vais pas dire la MGEN parce que c'est pas sympa. Mais l'accompagnement aujourd'hui qu'il y a dans la profession agricole va au-delà de ce que certains grands groupes connus vont. D'accord, on est meilleur que certains autres, on va dire ça. Après, il y a obligatoirement un certain nombre de secteurs qui sont sûrement meilleurs, etc. Oui. Faut pas... En tout cas, on n'a pas à rougir. Nous, on a fait ce qu'on était capable de faire avec la dimension que l'on donne. Mais on n'est pas les derniers. On n'est pas les derniers. Et surtout, ce que je veux dire, c'est que paritairement, on y réfléchit. On essaye d'équilibrer les comptes, parce que n'oublions pas quand même qu'il y a une gestion derrière tout cela. On essaye d'équilibrer des comptes. Et lorsque les comptes sont équilibrés et qu'on a, j'ai envie de dire, une capacité de pouvoir faire évoluer, de façon annuelle, on réfléchit. Est-ce qu'on augmente la cotisation? Est-ce qu'on baisse la cotisation? Est-ce qu'on met des prestations supplémentaires ou des prestations inférieures? En fait, il y a un vrai pilotage de la santé et de la prévoyance, comme il y aura un vrai pilotage sur la retraite supplémentaire. Et c'est ça la valeur ajoutée. Ouais. C'est ça la valeur ajoutée, avec des chiffres d'Agrica qui nous permettent ce pilotage, pilotage à 2, 3, 5 ans, 10 ans. Et donc c'est ça la vraie valeur ajoutée, je pense, sur le plan paritaire. Franck et Pierre. Et Pierre d'abord, vas-y Pierre. Et après Franck. Oui, non, mais on n'est peut-être pas les meilleurs, c'est sûr. Il y a toujours meilleurs que nous, mais il y a surtout moins bons aussi. Le gros avantage, c'est ce que disait Jérôme, c'est qu'on a un pilotage et le jour où il y a moins de sinistres, peut-être qu'il y a un peu plus d'argent de côté qui permettent soit d'augmenter certaines garanties, soit de diminuer le prix, et c'est surtout de diriger ou d'augmenter les garanties qui intéressent nos ressortissants.
Parce que ça sert à rien d'avoir, je sais pas moi, une prime naissance si on n'a que des célibataires. Voilà. Oui, mais elle peut être importante s'il n'y en a aucun qui est concerné. Enfin, c'est un exemple peut-être. On peut être célibataire et avoir des enfants. Oui. Le monde change depuis 1952, pardon. Où on peut avoir... où on peut avoir une très bonne vue et jamais besoin de lunettes, par bien exemple. sûr, voilà. C'est plus neutre. Bien compris. Franck et l'autre Pierre. Non, pas grand-chose à rajouter par rapport à ce qui a été dit précédemment. En agriculture, on a ces fameux contrats santé, prévoyance, on a nos organismes en fait agricoles qui fédèrent le monde agricole. Agrica en fait partie, mais on a aussi la MSA, qui est notre organisme, qui est quand même sur certains points a des avantages par rapport au régime général, de prise en charge, de guichet unique, de présence dans les territoires. Déjà, c'est qu'on peut les appeler, c'est pratique. Ah bah oui, pour n'importe quel sujet. Ils répondent, c'est pas mal. Pour n'importe quel sujet. Bien aussi. C'est ça le guichet unique. Des horaires, bien sûr. Il y a des horaires, mais on peut les appeler, j'en témoigne. Donc, et c'est vrai que c'est... Nos organismes, et je salue la richesse du paritarisme et du dialogue social en agriculture, il y a de vrais échanges, et c'est les cotisants qui gèrent. Patronaux et salariés, on gère ensemble. Ça change tout, ça ? Ah bah ça change tout, évidemment. Enfin, à mon sens, oui. Pierre ? Ouais, c'est ça. En matière de protection sociale, on n'a effectivement pas à rougir. On n'est ni les premiers, mais certainement pas les derniers. Et on n'a pas à rougir. Après, effectivement, comme on est sur une gestion paritaire, chaque année, de toute façon, nos accords, on les suit. On en fait le bilan. Et donc, on a la responsabilité d'équilibrer nos accords pour qu'ils soient pérennes. Et on a aussi la responsabilité de les faire évoluer. Et tous ces accords qu'on a cités, et peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. On va y revenir, j'allais le dire. Mais oui. Charge à nous, quand on les met en place aussi, de les faire vivre et de les faire évoluer pour leur donner toute leur puissance. Voilà, on commence à un point A, mais l'idée après, c'est de monter en puissance. Ce que je voulais dire quand même en matière de protection sociale, par rapport aux enjeux d'embauche et tout ça. Si on demande à un salarié... est-ce que tu es OK pour toucher moins de salaire net à la fin du mois ? Oui, il va dire non. Il va dire non. Non, mais au bout d'un moment, la question, elle se porte comme ça. Moi, je l'ai vécu en entreprise. Quand on a voulu mettre en place, dans l'entreprise où j'étais auparavant, une mutuelle complémentaire obligatoire, certains on a refusé. eu beaucoup de réactions en disant mais ouais, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous mettez une mutuelle obligatoire, moi j'en ai déjà une, et du coup, je touche moins de salaire net. La première réaction, c'est celle-là. Et nous, notre responsabilité en tant que partenaires sociaux, c'est de protéger les salariés. Parce que eux, ils vivent, et c'est pas péjoratif ce que je dis, ils vivent entre guillemets au jour le jour. Ils disent, moi à la fin du mois, voilà, j'ai besoin d'argent. Et ils pensent pas forcément sur le long terme, qu'est-ce qui se passe si je suis en arrêt maladie ? Qu'est-ce qui se passera quand je serai en retraite ? Et ainsi de suite. Et c'est là qu'est aussi la force de la responsabilité des partenaires sociaux, c'est de dire, nous on a pensé à ça. Alors certes, vous avez un petit peu moins de salaire net à la fin du mois. Mais ce salaire-là, c'est ni plus ni moins que du salaire différé. Parce que demain, vous allez être en arrêt maladie. Après-demain, vous serez en retraite. Vous allez quelque part retoucher et vous serez couvert. C'est le principe. C'est ça qui est important de dire. C'est que c'est pas forcément toujours bien compris au départ quand on dit on paye une cotisation supplémentaire, y compris que ce soit côté entreprise ou côté salarié. Une cotisation supplémentaire, ça fait jamais plaisir. Et là, il faut faire la pédagogie. Et pour finir votre exemple, au bout de quelques années, qu'est-ce qu'ils vous ont dit sur votre mutuelle quelques années obligatoire après, il n'y a plus personne qui en râlait. Ils étaient bien contents parce que ça finit par s'imposer. Quand il a fallu changer de lunettes, quand ils étaient malades ou machin, qu'ils ont vu que la mutuelle complémentaire santé tenait la route, et qu'ils étaient bien remboursés, et du coup il n'y avait plus personne. Ils ont abandonné la mutuelle privée personnelle. Et souvent quand on est sur du collectif, en plus ça coûte moins cher pour une meilleure couverture. Jérôme, et après je me tourne vers ça pour vous demander si vous avez des questions. Si on demande aux personnes est-ce que l'assurance c'est bien pour vous, est-ce que vous voulez être assuré ? Oui. Non. On veut garder l'argent, on veut les pépettes. Oui. C'est un raison. Sauf que le jour où on a le pépé, on est content de pas voilà. C'est on est tous pareils, c'est clair. Mais la retraite supplémentaire, c'est ça. L'état d'esprit, c'est ça, c'est de dire on capitalise, on travaille ensemble, on donne une dynamique et le jour où vous en bénéficierez, vous remercierez.
Alors là, je vous donne la thématique dans 2 minutes ou peut-être un peu plus. Je vais me tourner vers la salle. On va parler de l'avenir. Est-ce que vous êtes satisfait de cet accord, pleinement satisfait, ou faut-il le faire évoluer et dans quelle direction, comment on peut le faire évoluer? Mais avant, y a-t-il des questions dans la salle à ce stade du débat, notamment des questions techniques sur l'accord en lui-même? Qu'est-ce qu'il prévoit? Qu'est-ce qu'il permet? Qu'est-ce qu'il accorde? Je rappelle, et je parle sous votre contrôle et vous me coupez si je dis une bêtise, donc c'est 1% à 50-50, donc c'est 0,5 de cotisation patronale, 0,5 salariale. Et puis c'est tout, sous forme de rente et sous forme de capital. On a bien compris qu'on peut abonder si on a envie, si on a une somme d'argent, on peut l'amener et le récupérer. On a compris aussi ce point-là, c'est que les salariés les plus âgés, ça ne changera pas grand-chose pour eux maintenant, mais c'est plutôt un investissement pour les jeunes à l'avenir. Y a-t-il des questions dans la salle ou des réactions ou des interventions? S'il n'y en a pas, je vous en prie, monsieur. Présentez-vous. Jean-Claude Harel, moi du SNCA. Vous avez dit que c'était un régime par capitalisation. Nous sommes d'accord. Bon. Comment pensez-vous le gérer lors de la restitution du capital aux salariés? Parce que ce capital, il sera peut-être pas inépuisable. Comment ça fonctionnera? Voilà. Faut expliquer. Est-ce qu'à un moment donné, le robinet va pas se couper? Qu'avez-vous mis en place pour éviter cela? Qui veut expliquer le système? Comment ça marche? Jérôme. Je ne vais pas expliquer le système et à la rigueur, je donnerai peut-être aux techniciens d'ailleurs, enfin à nos conseillers, à nos accompagnants, aux directeurs. Non, simplement, il y a un pilotage. On pouvait avoir la même crainte sur les cadres et il n'y a pas de banqueroute. C'est pas possible. C'est pas possible. Le schéma, il est c'est géré. pas possible. C'est un schéma à points qui est géré par rapport à la fois à ce que la personne a engagé et par rapport à des mensualités moyennes, j'ai envie de dire, d'une durée de vie. Enfin, tout est calculé. Je veux dire, il y a la moyenne d'âge moyenne, mais on peut pas etc. perdre l'argent comme ça au cours de la vie, quoi. Et puis il y a de la mutualisation. Ça, malheureusement, il y a des gens qui auront cotisé qui n'en bénéficieront jamais pour des raisons malheureusement. Bon, ils peuvent mourir avant. Voilà. Exactement. Et puis d'autres qui bénéficieront plus longtemps. Et là, l'avantage qu'il y a, c'est qu'on n'est pas dans un schéma individuel, on est dans un schéma collectif. Ça veut dire qu'il y a des cotisations individuelles et des droits individuels gérés dans un schéma collectif. Ça veut dire qu'il y en a qui participeront plus que d'autres, qui permettront d'accompagner ceux qui utiliseront ou n'utiliseront pas plus. Donc on est dans un schéma, je veux dire, paritaire d'accompagnement. Sur les cadres, on avait eu le même... Enfin, moi, j'étais pas là, évidemment, mais en 52, les questions étaient les mêmes. C'est de dire comment ça va se gérer. Et en fait, voilà. Alors, qu'on soit clair, globalement, la loi permet aujourd'hui que la rente peut être prise en une fois. C'est pas l'état d'esprit paritaire. Parce que le one shot, je prends et je consomme, c'est pas génial. C'est possible, ça. C'est-à-dire, en arrivant à la retraite, on peut retirer tout d'un coup. C'est potentiellement possible, mais c'est pas l'état d'esprit. Mais vous pouvez pas l'empêcher. À un certain niveau de rente, c'est possible. La loi permet un certain niveau de rente. Si on est en dessous, on peut activer et avoir d'un seul coup. D'accord. Et si on est au-dessus, on peut pas prendre le capital. Si on est au-dessus. Bon, mais vu les cotisations et tout, je vais être franc, on sera rarement au-dessus pour l'instant. Pour le moment. D'accord. Donc voilà, il faut être très franc. Par contre, on peut avoir un accident de la vie. Oui. À un moment donné... En accident de la vie? Si un jour on a un besoin, parce qu'on a un problème, parce qu'on a besoin d'argent, on a la possibilité de l'activer. D'accord. On peut récupérer sous forme de capital en cas, je ne sais pas, de perte d'emploi, de décès du conjoint. Changement de secteur. Changement de secteur. Déménagement. Non, pas déménagement, peut-être pas. Non, peut-être pas. Non, mais il y a des clauses. Je vais pas revenir dans la technique, mais globalement, c'est assez disponible et en capacité. C'est pas l'esprit, je crois, paritaire. Oui. Il vaut mieux travailler sur le long terme, que le retraité puisse bénéficier tous les mois d'une mensualité. C'est votre vision des choses. En tout cas, c'est ma vision des choses. Voilà. Parce que le one-shot, sauf accident de la vie. Y a-t-il d'autres questions, d'autres réactions sur ce qui vient d'être dit? Non, il n'y en a pas. Alors on poursuit. Messieurs, alors je me tourne d'abord vers le représentant des salariés. Est-ce que cet accord, j'ai bien compris que vous étiez demandeur, vous êtes content, c'est un bon premier pas. Est-ce qu'il est suffisant et qu'on le laisse tel quel ou faut-il le faire évoluer à l'avenir? Je pense que, paradoxalement, les représentants des employeurs viennent donner la réponse. Dialogue social en direct, messieurs, dames. C'est beau quand même, et on peut se féliciter de ce qu'on vient d'entendre.
L'état d'esprit, effectivement, la vocation d'un dispositif de retraite supplémentaire, c'est de compléter la retraite de base et la retraite complémentaire. Donc améliorer sa retraite, en clair. Aujourd'hui, la cotisation qui est mise en place, donc l'abondement du régime de retraite supplémentaire ne permet pas d'améliorer sa rente. 1%, c'est insuffisant. Ah mais oui, en fait, pour pouvoir améliorer la rente... On améliore quand même un peu. Non, Terminé, Pierre. Voilà. Pour pouvoir améliorer sa rente, c'est-à-dire améliorer ce qu'on touche chaque mois quand on est en retraite, il faudrait que la retraite supplémentaire équivale à plus de 100 euros par mois. Ah oui, par mois. C'est ça le seuil. Le nouveau seuil de la loi, c'est que pour pouvoir bénéficier d'une rente mensuelle, il faut qu'il y ait au moins 100 euros par mois. Il a raison, il ne se trompe pas. Voilà. On est bien d'accord. Hein. Oui, j'ai l'impression. Bon, vous me direz. Si c'est moins, si notre rente acquise, si notre rente acquise quand on arrive en retraite est inférieure à 100 euros par mois de retraite supplémentaire, à ce moment-là, le principe c'est plutôt du capital et le salarié a la possibilité de choisir quand même d'en bénéficier en rente. Ah, voilà. Une option, donc. C'est une option. Mais il peut faire le choix. Ce qui se pratique par défaut, c'est le capital. Oui, c'est humain. Par défaut, c'est le capital. C'est même pas humain, c'est que par défaut, c'est le capital qui se pratique. Et il faut que ce soit un acte volontaire du salarié qui dit non, moi je veux pas le capital, je veux le toucher en rente. Je veux le toucher en rente pour 20 euros par mois. Dans les faits, aujourd'hui, la plupart des bénéficiaires, de toute façon, bénéficient d'un capital. C'est pas inintéressant. J'arrive en retraite, j'ai un capital en fonction de ces années de cotisation et du salaire combien? ici et là, quelques milliers entre d'euros 5 et 10 000 euros. Bon, c'est pas nul. Bah voilà, peut-être que j'ai jamais vraiment pu partir en vacances, ça va être l'occasion de le faire. Peut-être que j'ai encore un emprunt immobilier, ça va peut-être permettre de finir de payer la maison. Peut-être que c'est pas inintéressant de toucher ce capital-là. Mais la vocation première, quand même, comme Monsieur Vol l'a dit, la vocation première de ce type de dispositif, c'est quand même d'améliorer sa retraite. Et donc pour ça, l'idée, c'est quand même de pouvoir permettre aux salariés de partir en rente. Et donc pour ça, effectivement, il faut qu'on fasse évoluer le dispositif. D'accord. Puisque aujourd'hui, quand on dit on va améliorer ta rente mensuelle d'une vingtaine d'euros, parce que c'est ça, les chiffres, voilà, ça permet, Franck l'a dit... C'est bien quand même, mais enfin, c'est bien, c'est pas énorme. De payer ses baguettes de pain quotidiennes. Oui. Bon, mais voilà, il y a moyen quand même... Pour vous, c'est pas suffisant, il faut aller plus loin. Mais évidemment, il y a moyen de lui donner beaucoup plus de portée. Je reviens sur mon propos de justice sociale. Aujourd'hui, un cadre qui bénéficie... On demandera à Pierre Millet les chiffres des cadres retraite après. supplémentaire... Voilà, le non-cadre, dans l'exemple que j'ai donné au tout début, il part grosso modo avec 230 euros. Le cadre, il part avec plus du double. Il part avec quasiment 600 euros. D'accord. Par an. D'accord. Oui, 600 euros par an, ça vaut le coup. Capital, dans un cas, on est sur 7 000, dans l'autre cas, on est sur 18 000. Oui. Bon. C'est pas les mêmes chiffres. Je suis pas là pour dire, pour dire, c'est pas bien que les cadres ils aient plus que les non-cadres, ou inversement, c'est pas bien que les non-cadres. C'est pas ça que je dis. Mais comme on cotise sur la base du salaire brut, et donc au bout du bout, on bénéficie au regard de ce qu'on a cotisé par nature, plus les salaires sont élevés, meilleure sera de toute façon ma retraite, parce que par nature, j'ai plus cotisé. Voilà, et ça c'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Mais qu'est-ce qui justifie, sur ce sujet-là, que un non-cadre ne puisse pas bénéficier du même dispositif. Donc voilà, on a commencé effectivement à mettre le pied dedans en disant voilà, aujourd'hui il bénéficie d'un dispositif de retraite supplémentaire, mais on est très loin du but pour vous. On n'est pas encore au niveau suffisant. On est loin du but. Si l'idée effectivement c'est d'améliorer la rente, alors il faut qu'on soit à la hauteur de cet enjeu-là. Et si on veut être à la hauteur de cet enjeu-là, il faudra petit à petit qu'on fasse monter en puissance cet accord pour effectivement remplir cet objectif. Avant de donner la parole à Pierre Millet qui nous dira comment les cadres, comment ça se passe aujourd'hui et combien ils touchent, en moyenne, si on a quelques chiffres, quelques estimations,
Il va se renseigner, il va passer un coup de fil. Et Franck, est-ce que cet accord est suffisant à vos yeux ou est-ce qu'il faut le faire évoluer ? Ça me fait penser à Raymond DeVos, c'est-à-dire que c'est, si on parle d'avenir, alors un rien, c'est pas rien, hein, oui, mais parce que moins que rien, il y a quand même moins que rien, d'accord, et 2 fois rien, c'est pas grand-chose, mais c'est mieux que rien, D'accord. voilà. Donc c'est à ça que ça me fait penser, c'est-à-dire qu'en fait, pour nous, l'idée c'est déjà acculturer les patrons, les entreprises, les salariés à ce régime, hein, à le vivre, à le mettre en place. Qui s'installe, quoi. Qui s'installe. Après, bien évidemment, on verra comment le faire évoluer. Pensez que le taux doit le évoluer, fonctionnement, l'assiette doit évoluer, qu'est-ce qui doit évoluer ? Alors je pense que la première chose sur laquelle nous, on a fait le choix technique de dire ça s'applique aux salariés qui ont 12 mois d'ancienneté, ça exclut une partie de salariés qui sont sur des contrats plus courts, qui pourraient en bénéficier, mais sur lesquels aujourd'hui on peut avoir une difficulté de gestion. Donc c'est le sujet pour nous. C'est-à-dire qu'on aura du mal à les suivre, on a 200 000 salariés concernés permanents, alors qu'on a 800 000 contrats qui échappent au régime. En quoi un saisonnier aujourd'hui aurait pas droit à ce régime, mais on sait que le suivre, l'appliquer, en faire bénéficier le salarié, c'est compliqué sur ces contrats-là. D'accord, donc pour vous c'est la priorité, c'est l'appliquer au contrat court. Oui, parce que là on dit, quand on est arrivé, on a dit, bon, il y a les cadres qui en bénéficient, les non-cadres en bénéficient pas. On a fait le pas. Aujourd'hui, on a des salariés permanents qui en bénéficient et des contrats non permanents qui en bénéficient pas, qui sont pourtant salariés. Et donc, le sujet pour moi, au-delà de l'assiette qu'on rediscutera, du point qui sera rediscuté paritairement, etc., c'est de dire comment est-ce qu'on évolue sur la population concernée. Voilà. Mais c'est autant un problème politique qu'un problème technique. Alors avant que Jérôme et Philippe répondent, est-ce que sur les cadres, on a des chiffres ? Alors l'autre Pierre en a parlé. Combien touchent les cadres et qu'est-ce que ça leur apporte aujourd'hui ? Comment ça fonctionne chez vous, quoi ? Honnêtement, j'ai pas de moyenne de rente. Bon, je sais qu'il y avait une quantité de cadres qui touchaient des petites rentes parce qu'ils avaient été cadres que très peu de temps en fin de carrière. Donc c'est vrai qu'on avait des rentes moyennes à un moment donné, je vais peut-être dire une bêtise, sous contrôle qui étaient de 60 ou 65 euros. Par mois ? Par mois, oui, par mois. Plus. Le troisième Pierre. Un peu Combien, plus. 80 voilà. 80 euros de moyenne. Moins de 100 euros par contre, c'est ça. Moins de 100. Mais je pense que la limite c'est 80 quand même. C'est-à-dire que quand on touche, on doit percevoir une rente inférieure à 80 euros par mois. Ouais. On donnera un capital. D'accord. Bon, après. C'est ça maintenant ? C'est ça. C'était oui. Je ne sais pas s'il y avait avant s'il y avait une limite. C'est pas anodin quand même. Même 80 euros par mois, c'est quand même utile. C'est utile. Pour moi, c'est utile. Peut-être 3 points. On parle de retraite supplémentaire. Aujourd'hui, la loi Pacte est arrivée. Elle nous a obligés à modifier, à plus l'appeler, enfin, ou comporter notre retraite supplémentaire comme un plan d'épargne retraite un peu. Et à distinguer les versements qui sont faits. Quand c'est des versements obligatoires de 1%, si c'est des versements de primes par l'employeur aussi. Ah oui, l'employeur peut abonder aussi ? Peut abonder. Ce que j'ai dit tout à l'heure, ils peuvent mettre même des paiements de RTT, de congés, voilà. D'accord. Et puis après, il y a les versements volontaires du salarié. D'accord. Donc il y a 3 sources de versements. Et ils ne sont pas traités de la même façon ? Et ils ne seront pas traités tout à fait de la même façon. Si on demande une rente, elles sont cumulables, ça ne posera pas de problème. Ouais. Si, comme l'a dit Jérôme, il y a un accident de la vie, on pourra débloquer une partie des fonds qui seront mis et pas les fonds qui ont été cotisés par le 1%. Ceux-là, ils sont bloqués, ils ne pourront pas bouger. C'est ceux qui seront mis soit en prime, sous couvert des techniciens. Hein. C'est bien vous ça. m'arrêtez si je me trompe, pour expliquer un peu la démarche. Oui, donc tout l'intérêt, certes qu'on a ouvert la porte, 1% c'est peut-être pas suffisant, peut-être, mais c'est déjà quelque chose un début. Un début.
Et puis on verra tout l'intérêt si les salariés veulent avoir une rente plus conséquente, soit demander à leur employeur d'apporter des primes exceptionnelles qu'ils leur verseront sur ce plan d'épargne retraite, ou abonder eux-mêmes pour justement être au-delà des 80 € par mois. Bon, après, il y a quand même des salariés qui touchent une retraite correcte, supplémentaire. Bon. Est-ce que vous, au nom des cadres de la CGC, est-ce que vous êtes prêt à faire évoluer le dispositif, ce dispositif-là? On peut le faire évoluer, ce sera même souhaitable que ce soit au-delà de 1%. Oui. Certes. Il faut monter jusqu'à combien? J'en sais rien. Pourquoi? Au maximum, c'est le mieux. La question n'est pas là. La question n'est pas là. Aujourd'hui, ça vient d'être mis en place. Je crois qu'il faut que... Non. Je crois qu'il faut qu'on le mette en place, qu'on commence à avoir un rythme de croisière, qu'on ait des fichiers, etc. Par contre, pour la remarque de mon collègue de la CFDT, il faut rester prudent parce que là, je vais parler plutôt en tant que gestionnaire. On risque d'avoir un paquet de contrats de déshérence. Les contrats courts, c'est dur à gérer ça? Ben oui, parce que les gens, si c'est des femmes, ils risquent de changer de nom. Si c'est des gens, ils peuvent partir à l'étranger ou ailleurs. Ça va être très très difficile à gérer. Et on va avoir des contrats de déshérence qui, pour les petites sommes, risquent de nous coûter plus cher. Plus cher de gestion que de rente. Que de rente ou de capital à verser dans ces cas-là. Donc je vais être prudent. Il faut peut-être trouver d'autres moyens pour eux de les intéresser. Mais bon, ça c'est un autre débat, je ne sais pas s'il est ouvert encore. Avant de donner la parole à Jérôme et à Philippe et après à Pierre, il y a Franck qui m'avait demandé la parole. Oui, pour préciser, alors je partage ce qui a été dit, mais pour préciser sur l'avenir, quand on dit acculturer, c'est acculturer le salarié à des versements complémentaires, parce qu'il y a intérêt, bien évidemment. Et puis sur les types de rente d'ailleurs qui peut faire évoluer le régime des cadres, puisqu'aujourd'hui il y a une possibilité de sortie qui est une rente reversible à 60%, qui plombe quand même le montant perçu et qui correspondait à une époque où il y avait un socle familial qui était comme ça et sur lequel le régime était adapté. Aujourd'hui, la cellule familiale, elle a globalement explosé, c'est très différent en tout cas. Et donc on pourrait faire évoluer les régimes sur le type de rente, puisqu'il y a d'autres types de rentes de retraite supplémentaires qui ont plusieurs possibilités de sortie. Donc l'avantage aussi pour les cadres comme pour les non-cadres, c'est de voir comment on s'adapte à la sociologie aujourd'hui. Voilà. Donc dans l'avenir, il y a cette acculturation et cette négociation paritaire à avoir. Voilà pour préciser mes propos. Pierre Jardon, d'un mot? Oui, juste préciser un chiffre. On a dit le régime non-cadre, c'est 1% répartition 50-50 employeur-salarié. Le régime cadre, c'est 2,5% répartition 60% employeur, 40% salarié. Voilà. C'est pas le même régime. Alors, est-ce que ça peut évoluer, Philippe Largeau, à l'avenir? Est-ce qu'on peut changer les choses? Est-ce que ça doit? Est-ce que ça peut? Quelle est votre opinion, vous, là-dessus? Je vais dire comme un ancien président. Vous voulez que je vous dise ce que j'en pense? Oui. Mais je vais vous le dire. Alors, la question me gêne, mais elle est, c'est normal. On est dans un jeu de questions-réponses. Moi, en principe, quand je mange un plat, j'essaye de pas en prendre de trop. S'il faut, j'y reviens si j'en ai besoin. Et au pire des cas, avant de penser à l'autre plat que je vais manger le lendemain, je digère et j'attends un petit peu de voir comment ça se passe. D'accord. On vient juste, on l'a dit, de mettre en place quelque chose où on a énormément travaillé. On a fait des choses historiques. Toutes les entreprises ne sont peut-être même pas encore au courant. Si. C'est ça. Si. Bon, en tous les cas, on a fait ce qu'il fallait pour qu'il le soit. Après, on n'a pas été contrôlé derrière après, peut-être qu'Agrica a pas fait son travail, je sais pas. Non, c'était une blague, hein. Mais voilà, je pense que je pense qu'il y a déjà eu du travail de fait. À minima, même si on fait rien, ça va augmenter quand même, si ça peut vous répondre une partie. D'accord. Parce que de toute façon, le seuil du SMIC va augmenter. Ça va progresser. Donc de par le calcul, voilà, ça va. À minima, même sans rien faire, ça augmentera. Bon.
Après, Et dans un deuxième temps, alors. dans un deuxième temps, quand on aura, voilà, et parce que je suppose qu'on va être, les organisations sociales gardent nos adresses, nos coordonnées pour de temps en temps nous rappeler, dire tiens, il faudrait qu'on se parle. Donc, on sera toujours à même de se remettre autour d'une table. On est toujours ouvert à la discussion, il n'y a pas de problème. Mais voilà, on peut. Enfin, moi, je ne vais pas vous dire aujourd'hui. Mais bien sûr, c'est pas suffisant. Il faut qu'on aille encore trop. Parce que dans 2 mois, on va se revoir et vous allez me dire et ça encore. Non. Il vaut mieux. Il faut pas chercher à aller vite. Il faut chercher à aller loin. Voilà. Jérôme. Par rapport au sujet, d'abord, le premier souci qu'on a en termes d'accompagnement, comme on l'a dit, on a des toutes petites entreprises. Donc, qui ont des fois des connaissances, globalement, au-delà de la production, des connaissances limitées sur les acquis ou les accompagnements sociaux qu'ils doivent mettre en place dans les entreprises. Donc, mon premier souci, d'abord, c'est de pouvoir le mettre sereinement dans toutes les entreprises et qu'il n'y ait pas d'entreprise ou de salariés, enfin en tout cas de salariés non couverts, et les entreprises qui légalement ou en tout cas peuvent être en difficulté aujourd'hui parce qu'ils n'auront pas mis en place la retraite supplémentaire alors qu'elle est obligatoire pour les salariés. Mon premier souci, c'est celui-là aujourd'hui. Ça veut dire c'est la mise en place, l'accompagnement et faire en sorte qu'on ait 100% des salariés non cadres qui soient couverts et que toutes les entreprises aient rempli leurs obligations. Et ça, c'est pas gagné. C'est un challenge. Je le dis, c'est pas gagné. Donc c'est un vrai sujet, malgré que le groupe Agrica ait bien travaillé, que nous avons énormément communiqué, c'est pas gagné. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Il faut aujourd'hui. Ouais. Le rayonnement, la résonance, la capacité à communiquer, à travailler. On a des outils de gestion aussi. On a un certain nombre de personnes qui accompagnent les employeurs dans les fiches de paie, dans les contrats de travail, etc. C'est tout ça. On a mobilisé tout le monde. Aujourd'hui, je ne sais pas le taux, mais on a besoin, en tout cas, que toutes les entreprises aient, à partir du 1er juillet, il y a une tolérance jusqu'au 30 septembre. Voilà, ça veut dire qu'il reste quelques jours pour ces entreprises qui n'auraient pas encore contractualisé. Il faut bien le dire, à partir du 1er octobre. 1er juillet. Non, mais la fin de tolérance jusqu'au 30 septembre. Oui, après, le 1er octobre. Je pense que la tolérance dans notre secteur, je ne vois pas de salariés porter plainte. Oui. Enfin, on est quand même, je rappelle quand même que dans les tribunaux prud'hommes, il n'y a pas beaucoup de dossiers agricoles. Et globalement, la relation entre les personnes salariées et les employeurs, ça se passe plutôt bien. Par rapport à... Alors moi, je ne prendrai pas l'exemple du repas. Ce qu'on a fait là, on a mis une culture pérenne. Moi, je suis vigneron. Voilà. Si ceux qui croient qu'aujourd'hui, on a semé du blé et qu'on aura la récolte 6 mois après, c'est faux. Ils se trompent. Ils se trompent. Donc oui, le régime n'évoluera pas, si ce n'est de façon mathématique, n'évoluera pas tant qu'on n'est pas un peu plus structuré et qu'on n'a pas un peu organisé les choses. Voilà. Je le dis avec beaucoup de sérénité. Ça fait peut-être des non-espoirs, ou en tout cas, je vais frustrer certaines personnes. Mais moi, je suis sur... on est une culture pérenne. Et donc, on va attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être. Et à partir de là, on verra les impacts, ce que ça représente, là où on en est, et on fera potentiellement évoluer. Voilà. Et voilà. Je vais être très sincère. Ça évoluera pas cette année, ça évoluera pas l'année prochaine, c'est sûr. Mais à moyen en tout terme, cas, sur le plan d'un accord, d'accord, en tant que paritaire, je préfère le dire à mes collègues. Voilà. Mais sur le long terme, voilà, on a planté une vigne, quoi. Voilà. Donc, on a planté une vigne. On a du temps. Alors, il faut prendre le temps. Avant de donner la parole à la salle, s'il y a des questions, un dernier mot pour chacun, enfin un mot ou une explication. J'aimerais que vous me disiez en quoi cet accord, mais plus largement la protection sociale agricole, notamment complémentaire, qu'est-ce qu'elle apporte ? Qu'est-ce qu'elle apporte aux entreprises, aux salariés bien évidemment, mais même en termes de stratégie ? Est-ce que ça apporte quelque chose dans l'attractivité, dans la fidélisation, ou est-ce que c'est finalement anecdotique ? Donnez-moi chacun votre sentiment. D'abord peut-être les représentants patronaux, et ensuite les salariés. On préfère que ce soit... Eh ben Pierre, alors vas-y. Oh, il se défausse. Vas-y Pierre. Non, je pense que dans l'ensemble de nos discussions, on a déjà des éléments de réponse par rapport à cette question-là, effectivement. Ça a été dit, c'est pas forcément au moment de l'embauche qu'on se rend compte de toute la portée de ce qu'on a fait. Mais quand les salariés sont dedans,
c'est peut-être là justement que ça peut être des outils de fidélisation. C'est pour ça que je dis qu'il faudra continuer à les faire évoluer dans le temps, pas du jour au lendemain, on est responsable, pour leur donner effectivement toute la puissance et continuer dans cet état d'esprit de fidéliser les salariés dans le monde agricole, et c'est plus que nécessaire effectivement de fidéliser nos salariés. Voilà. Est-ce que ça peut répondre à l'objectif de recrutement qu'évoquait Non, Philippe. Sur l'objectif de recrutement, c'est un argument. Mais c'est pas forcément l'argument. C'est pas le seul. Voilà, ça a été. Monsieur Largeau l'a dit de manière très transparente tout à l'heure. Qu'est-ce que va regarder le salarié quand il va arriver? Il va regarder au départ, il est motivé. Il va regarder tout le côté mécanisation, travail, ça me plaît et tout ça. Mais il va aussi derrière regarder sa rémunération. Voilà. Bon. Et le cas échéant, il va partir dans le BTP ou ailleurs si jamais ça marche pas. Donc on est plus dans un enjeu de fidélisation dans cette affaire-là que dans un enjeu de recrutement, même si ce sont des arguments, même si ce sont des arguments qui peuvent aider. Par contre, on crée de la protection. On crée de la protection et je pense que c'est ça qui est central. On protège nos salariés avec la complémentaire santé, avec la prévoyance, avec la retraite supplémentaire. On pense à leur avenir et on les protège. Et c'est ça qui est essentiel. Pierre Millet. Moi, je ne sais pas quoi rajouter. On en a parlé tout au long du débat de tous les avantages et les inconvénients, que ce n'était pas peut-être l'argument majeur au niveau de l'embauche. Mais c'est utile ? Moi, je pense on a entrouvert une porte. Bon, comme disait Jérôme, il faut peut-être voir comment elle s'ouvre et comment elle va vivre avant d'évoluer. Il faudra le faire évoluer, c'est certain. Comment, on n'en sait rien, on verra. Moi, je pense qu'il faut que tout le monde, le dernier conseil que je dirais, c'est que tous les employeurs qui n'ont pas inscrit le salarié, c'est le faire rapidement. Et à tous les salariés, je leur dirais, motivez vos employeurs pour adhérer à ce régime supplémentaire qui est en plus obligatoire. Chaque salarié peut en parler à son patron. À son employeur. Moi, je crois que c'est ce qui fera boule de neige et qui fera avancer les choses. Le reste, on verra. On a ouvert une porte, on va la voir. On va commencer qu'elle vive et puis on verra comment ça se passe. Oui, il faudra augmenter, mais bon, est-ce que c'est un argument vraiment? Moi, oui, c'est vrai qu'on va fidéliser les salariés. Peut-être, je ne sais pas. Aujourd'hui, on fera le bilan dans 30 ans. C'est un problème d'emploi, on peut en parler, mais ça ouvrira un autre débat. Je ne sais pas si les salariés sont bien fidèles aujourd'hui, autant qu'avant, j'en sais rien, je ne sais pas. Alors, job. Au jour d'aujourd'hui, il y en a qui restent dans le même secteur d'activité, qui font les touristes des entreprises par rapport au salaire, ça existe aussi. Hein. Bon. Et peut-être plus après le Covid, j'ai l'impression que ça bouge un petit peu plus. Donc je ne sais pas comment il va évoluer l'emploi. Moi, j'espère qu'on redonne une image aux salariés de l'agriculture que c'est un beau métier. Que ça contribue? Ça contribue à l'image? Moi, je pense que ça peut contribuer à l'image en disant si un dialogue, c'est que ça vit, c'est que ça bouge, c'est que peut-être il y a de l'argent à gagner. Un salarié, qu'est-ce qu'il pense? C'est gagner de l'argent. Et il gagnera de l'argent autant que l'employeur en gagnera aussi. Si l'employeur perd de l'argent, il ne va pas gagner beaucoup d'argent derrière. Moi, je l'ai toujours dit. Moi, je suis content que mon patron il gagne beaucoup d'argent parce que quand il gagne beaucoup d'argent, il me paie bien. Il peut t'en donner, c'est clair. Franck, quel bilan à la fois sur cet accord, mais aussi sur la retraite la protection d'une manière plus large. Bon, ça surprendra certainement personne, mais pour la CFDT... Là où il y a du dialogue social, où on remet les femmes et les hommes au centre de l'économie, où on a des droits acquis, il y a compétitivité du secteur. Là où il y a dialogue social, il y a compétitivité du secteur. C'est vérifié économiquement, financièrement. Donc, quand on dialogue, les entreprises sont plus performantes, plus compétitives. Clairement. C'est ça que vous nous dites. Clairement. Il y a motivation, vous apportez des droits aux salariés, il y a motivation, il y a fidélisation, il y a résilience du secteur. On a, au-delà de l'attractivité de recruter, il y a la résilience du secteur. Fidélisation, emploi local, compétences, donc compétitivité. Voilà. Donc, sans rentrer dans le détail, on le constate tous les jours, et c'est d'ailleurs une fibre CFDT. Là où il y a dialogue social, il y a compétitivité. Parfait. Philippe et Jérôme, d'une manière globale, qu'est-ce que la protection complémentaire amène à vos entreprises, vous, à votre point de vue d'employeur? Déjà, comme ça a été dit, ça montre qu'il y a une dynamique active au sein de la profession, paritairement. Les salariés se rendent compte de ça. Lorsqu'on leur apporte des éléments, ils se rendent compte que derrière, en fait, il y a quand même il y a une vie active paritaire qui
qui leur apportent des choses. Voilà, pour qu'on pense à eux et qu'on essaye de leur apporter. Alors, toujours avec le même dialogue. Est-ce que c'est assez ou est-ce que c'est pas assez? Ça, c'est un autre débat. Mais au moins, il y a une dynamique positive pour apporter toujours un plus dans nos entreprises, nos salariés, comme on l'a dit tous les deux avec Jérôme. On rappelle qu'on est dans des petites entreprises et le dialogue se fait d'homme à homme. Et donc, voilà, ils aiment bien... en principe, s'ils ont besoin de savoir quelque chose, il n'y a pas une hiérarchie de dire est-ce que je peux rencontrer le RH, machin. Non. Le matin, elle dit tiens, en fait, j'ai pensé, tu m'as parlé d'un truc là, c'est retraite, et tout de suite, il y a un dialogue instanté. Et donc, voilà. Il y a une bonne dynamique positive et je pense que il faut continuer dans cet état d'esprit et voilà, apporter, toujours essayer d'apporter en fonction des possibilités bien sûr de chacun, tout ce qu'on peut apporter pour que le salarié se sente bien dans l'entreprise là où il est. Philippe, vous parlez de dialogue d'homme à homme. Oui. Je parle aux femmes aussi des fois. Hein. Je parle pas qu'aux hommes. Essayez d'être sérieux sur la conclusion. Pardon. Dans ce dialogue d'homme à homme. Non mais j'ai une femme qui travaille chez moi aussi. Je suis sérieux là. Hein. Tout à fait. Qu'est-ce que ça amène? Qu'est-ce que ça amène pour vous? Pourquoi vous le faites? Vous m'avez dit un truc très fort en préparation. Vous m'avez dit ça change pas grand-chose, mais je suis content de le faire pour mes gars ou pour mes salariés. Oui. Parce que si je peux leur faire plaisir ou contribuer à leur épanouissement, je le fais. Vous m'avez bien dit ça. Alors, je vais pas parler de mon cas, mais quand même, et je pense que je reflète un petit peu l'ensemble des employeurs. Aujourd'hui, si je n'avais pas de salariés, je ne sais pas si je ferais encore le métier. Pourquoi? Parce que il y a une dynamique. Et tous les matins quand je me lève, ce qui m'interroge et ce qui m'incombe, c'est de apporter une journée sereine à mes salariés. Déjà, on a parlé de pression. On vit dans un monde complètement fou, à 200 à l'heure, tout le monde se met la pression, il n'y a aucune patience. On l'a vu, on a parlé de la météo, tout ça. On a vécu un été au niveau des entreprises de travaux agricoles, un été d'enfer, où on a passé un mois de juillet. Moi, j'ai jamais connu ça. Hein. On a passé un mois de juillet, on n'avait rien à faire. Enfin, un mois de juillet. Oui. Les 15 premiers jours de juillet. À l'arrêt. D'habitude, on est surbooké. Là, les 15 premiers jours, on n'avait rien à faire. On était dans les starting blocks. On attendait que les machines démarrent. Le jour à son démarrer, c'était l'enfer. Il fallait être chez tout le monde. Et là, il y a une pression qui est mise, alors sur le chef d'entreprise bien sûr, mais comme il y a du relationnel aussi entre les salariés et directement les clients, il y a une pression qui se met sur les salariés. Et moi, je veux pas de ça. Donc, moi, ce que j'essaye, c'est de les mettre dans un climat serein de travail. Et donc, il faut leur enlever la pression et les mettre dans un confort de travail qui soit serein. Et donc, c'est pour ça que je dis tous les matins, eh bien, moi, ce qui m'importe et ce qui est important pour moi, c'est que je puisse leur donner tous les éléments nécessaires et tout ce qu'on a évoqué, là, en fait partie, pour qu'ils se sentent dans un poste confortable. Ça contribue à la sérénité finalement du climat de l'entreprise. Bien sûr. Donc c'est utile au jour le jour. Oui, tout à fait. Jérôme. Vous m'avez enlevé le mot que je voulais utiliser. En tout cas, je pense, sérénité, c'est le vrai terme. Aujourd'hui, on l'a vu lorsqu'on a changé de modèle sur la prévoyance santé, quand les collaborateurs, nos salariés d'entreprise aller à la pharmacie et qu'ils étaient obligés d'avancer l'argent parce que la carte n'était pas arrivée, etc., etc. Le lendemain, on l'avait... premier sujet du matin, c'était ça. C'est pas qu'est-ce que je vais faire. C'est hier, je suis allé et j'ai pas pu... il a fallu que je... Voilà. Donc, la sérénité. Ce qu'on doit mettre en place au niveau national, dans nos accords, qui peuvent être repris d'ailleurs par territoire, parce qu'on a un certain nombre d'accords territoriaux sur la prévoyance ou sur la santé. On a aussi dans l'entreprise, mais ça amène de la sérénité
Et comme on est dans des toutes petites entreprises, c'est pas le sujet qui est abordé avec nos salariés. Ça veut dire que si c'est pas imposé par un accord étendu, c'est pas un sujet qui sera abordé. Ce qui sera abordé, c'est est-ce que tu peux pas me mettre un peu de gasoil dans ma voiture pour que ça me coûte moins cher pour venir ? Est-ce que tu peux pas me prêter un bout de terre pour que je fasse un jardin ? C'est ça les relations, nos salariés, ce qu'ils ont besoin. Et tout ce qui est structurant pour eux, pour leur accompagnement, pour leur protection personnelle, ils sont pas égoïstes, ils pensent pas à ça. Non. Et donc si nous, on n'est pas capable de leur donner un minimum de services et d'accompagnement, ça se fera pas dans l'entreprise. J'y crois pas. En tout cas dans les toutes petites entreprises. Mais c'est utile. Mais par contre, il y aura plein d'autres modèles de solidarité ou d'accompagnement ou d'avantages en nature ou d'avantages dans l'entreprise qui se feront, mais pas celui de la protection. Et donc du coup, c'est la responsabilité d'une branche de se dire on doit protéger, amener de la sérénité dans l'état d'esprit de la protection du salarié lui-même. Voilà. Et c'est bon pour l'entreprise. Et c'est bon pour l'entreprise. Ça évite le matin, au lieu de dire qu'est-ce que je fais, comment j'aborde le sujet, qu'est-ce qu'on fait, quelle dynamique. Eh bien, quand on a des soucis en tête, on parle de ces soucis et en fait, ça ne donne pas une dynamique positive dans l'entreprise. Carrément. Donc, c'est pour moi le plus important. Sérénité. Ça amène de la sérénité. C'est aussi de la responsabilité d'une branche, d'un secteur. Et nous avons pris nos responsabilités avec les moyens que nous avons, avec ce que nous pouvons aussi demander à nos entreprises de pouvoir contribuer, parce que le secteur n'est pas non plus... Il y a des patrons riches, mais il y a des patrons plus en difficulté, qui d'ailleurs, les chiffres le montrent. Donc il faut qu'on soit dans un équilibre d'accompagnement qui permette tout cela. Donc sérénité, dynamique positive d'une branche, responsabilité, la capacité à accompagner au mieux nos salariés dans les entreprises. Voilà. Moi, je le dis avec... et ça fait partie des éléments, évidemment, capitaux dans l'accompagnement. Voilà. Franck, un dernier mot. Oui, alors je partage tout à fait les propos de Jérôme Vol sur la responsabilité, la solidarité, tout le rôle de la branche, puisque là, on joue notre rôle de base. Pour conclure... Parlez bien dans le micro, Franck. Oui, pour conclure, je pense particulièrement aux femmes en agriculture, qui représentent quand même 30% des effectifs, à hauteur de 33% quand même en contrat court, mais pour lesquels les accords et le dialogue social permettent d'évoluer. Je pense que c'est très important pour la population de salariés femmes, ce qu'on est en train de faire. Je pense aux carrières longues difficiles en agriculture, donc moins de précarité demain, avec une retraite supplémentaire. Parce qu'on le dit, 80 € pour 900 €, c'est pas anodin. Donc on enlève de la précarité pour demain. Ouais. Et à notre niveau de la branche, on participe à l'édifice global de la société et de la représentation à la fois syndicale mais aussi paritaire et de la puissance du dialogue social et des corps intermédiaires auprès des citoyens et des salariés. Ça défend aussi la démocratie d'une certaine manière, si je comprends bien ce que vous dites. Jérôme. Oui, je m'excuse, mais il y a des exploitants agricoles qui ne se sentent pas employeurs ou qui ne sont pas employeurs directement, qui passent par des services de remplacement, par des groupements d'employeurs. Donc ça touche beaucoup plus d'employeurs que ce qu'on peut imaginer. Il y a des personnes qui, par la prestation, sont employeurs. Mais qui ne le vivent pas comme ça. Quoi. Et qui ne le vivent pas comme ça. Et donc du coup, c'est important aussi de parler de l'emploi partagé en agriculture qui est en plein développement, je regarde, qui est en plein développement et qui donne aujourd'hui un certain nombre de dynamiques aussi. Et voilà. Et la protection sociale, là aussi, est importante dans ces groupements d'employeurs. Parce que là, il y a une structuration plutôt RH bien organisée. Ouais. Et là, ils peuvent en bénéficier. Et là, ils en bénéficient, c'est valorisé, c'est mis en avant. Voilà, je voulais parler aussi de l'emploi partagé. Parce que beaucoup d'exploitants ne croient pas être employeurs alors qu'ils sont employeurs par la prestation qu'ils demandent au groupement d'employeurs ou au service de remplacement. C'est clair. Y a-t-il des questions, des réactions dans la salle ? Ou est-ce que tout a été parfaitement clair et nos intervenants, au-delà d'être drôles, ont été parfaitement lucides ? Je vous en prie, madame. Vous voulez voir le micro, ça ira. Allez, parlez fort. Merci pour ce qui est bien aussi de donner du recul par rapport aux accords qui ont été signés. Donc moi, je représente du service de remplacement et comment on en fait. Est-ce que tout le monde entend bien ? Merci Jérôme de
cette référence. Moi, je voudrais juste rebondir sur le propos de monsieur actuellement, parce qu'effectivement, tout ça, ça participe à la qualité de la vie des salariés au travail. Et ça, j'y suis attachée. Pour autant, on vit quelque chose, effectivement, aujourd'hui sur la main-d'œuvre. Je ne vais pas ouvrir un autre débat, mais juste vous le mettre en éveil. C'est la pression que nous, on subit aujourd'hui, et vous l'avez dit, pour les moissons. Je ne vous dis pas aujourd'hui ce qu'on gère tous les jours, et nous aussi les directions, pour soutenir nos équipes qui vont lâcher l'affaire à un moment, de par le comportement toxique, les incivilités que nous pouvons subir, parce que la main-d'œuvre est un vrai souci. Il y a une tension partout. Les gens ont une charge de travail. Alors moi, on peut les comprendre. C'est un vrai débat. C'est un vrai sujet, mais de société aujourd'hui. Ah oui, tout à fait. Parce que les gens vont pas bien. Donc ils déversent leur tension auprès de nous. Il y a du travail partout. Les équipes me disent attends, et ciao, hein. Moi si c'est ça mon quotidien tous les jours, de recevoir une incivilité parce que on n'a pas été capable de répondre là tout de suite à l'urgence, ou enfin voilà, ou même du complément de main-d'œuvre, parce que c'est un vrai sujet. Je peux vous dire que, moi je suis très inquiète, et il y a des déserts pour recruter. Il y a certains territoires, il n'y a plus de salariés, des territoires ruraux, alors qu'il y a des exploitations. Donc ça questionne la possibilité d'assurer la continuité de sa production. Après, il y a des outils industriels. Enfin, c'est un vrai... voilà. Merci. C'est un vrai sujet. Donc, je voulais juste rebondir sur... merci de ça. Merci beaucoup de ce témoignage, parce que on le vit. Et il faut quand même savoir, alors c'est vrai dans notre secteur, mais c'est vrai dans tous les secteurs. Là, moi, je suis exactement comme madame, je suis très inquiet. Oui. Je suis pourtant un tempérament optimiste, pour être entrepreneur, il faut être quand même un peu optimiste. Et donc, mais là, je suis très inquiet. Tous les secteurs d'activité sont pareils, mais je vais parler du mien. On va peut-être être obligé, si ça continue, de supprimer des activités parce qu'on n'aura pas la main-d'œuvre pour la faire. On en est là. Et ça met une pression. Parce que dans le monde agricole, qu'est-ce qu'on a ? On travaille sur un cycle végétatif et un cycle climatique. Cycle climatique, je vous le fais pas, vous avez vu comment ça s'est passé, donc ça met une dose supplémentaire de pression. Et là maintenant, il n'y a plus d'attente. C'est aujourd'hui pour demain, mais c'est vrai dans tout. C'est vrai dans l'agricole, c'est vrai dans la vie au quotidien. C'est la vie d'aujourd'hui, ça. C'est je veux rien. Si je veux, c'est tout de suite. Ouais, c'est la génération Internet, quoi. Et ça, on ne sait pas. Alors, c'est ce que je dis nous au niveau d'entrepreneur, on n'est ni pompier ni SAMU, quoi. On ne sait pas répondre dans l'urgence. Il y a un minimum, ne serait-ce que pour la relation humaine et même pour les salariés, on ne peut pas. Cette pression qui a été décrite, là, vous la ressentez? Exactement. Pareil. Mais c'est tout à fait ça. Mais moi, voilà, ce que je disais, moi je suis inquiet pour l'emploi parce que on ne peut pas recruter. Moi, c'est la première année depuis que je me suis installé à 21 ans. Ça fait 35 ans que je trouvais des saisonniers. C'est la première année où je n'ai pas pu trouver un seul saisonnier. Vous n'avez pas pu recruter les saisonniers que vous vouliez? J'ai pas pu. Pas trouvé. Première fois. Pas trouvé. Et alors, je ne veux pas prendre mon cas, mais c'est... Aujourd'hui, il y a des milliers d'emplois pour voir, des milliers d'emplois, des dizaines de milliers d'emplois, donc, que ce soit nous ou là où la production agricole, et il n'y a pas de solution. Et je me mets à la place donc des services de remplacement pour gérer ce genre de choses, parce que j'imagine ce qu'ils peuvent vivre aussi. Et voilà, et c'est dommage de finir cette table ronde sur une note négative comme ça, mais c'est la réalité. Et malheureusement, c'était quelque chose qui couvait déjà depuis 2 ans. Et ça explose. Mais la pandémie a activé et accéléré ce mouvement. Jérôme. J'ai rien à dire de plus, simplement dire quand même que dans le cadre de notre représentativité multiprofessionnelle, la FNSEA, on a eu la possibilité de rencontrer le Premier ministre avec la ministre du Travail, le ministre de l'Agriculture, et pour échanger sur ces sujets. Ça a été le fil conducteur de notre rencontre. Ça veut dire qu'on peut bien parler de l'assurance chômage, on peut bien parler des retraites, on peut parler de tous les sujets. Le fil conducteur pour l'agriculture, c'est le recrutement et la capacité à donner des dynamiques de recrutement. Ça veut dire que chacun qui n'a pas d'emploi aujourd'hui ait la capacité d'avoir un emploi, et qu'on doit accompagner pour avoir un emploi ses salariés, éloignés ou pas du monde du travail. Avec des dispositifs qu'on avait en agriculture, par exemple, on avait un système qui s'appelait ADEMA, qui permettait par le financement des CIF
d'accompagner cette mesure. On a accompagné 23 000 personnes qui étaient très éloignées de l'emploi et qui sont venues dans le secteur agricole en 10 ans. Aujourd'hui, on n'a plus le financement. On a vu avec la ministre du Travail, avec le Premier ministre, pour avoir un accompagnement financier qui permette de remettre en place ce type d'organisation. Donc voilà, le fil conducteur, c'était le recrutement. Comment demain, on aura des bras pour nos assiettes, ou en tout cas pour que les citoyens français aient des plats alimentaires français, et pas d'autres pays du monde ou de régions du monde. L'enjeu est là. Hein. Ah bah oui. On est bien d'accord. Souveraineté alimentaire. La souveraineté, parfait. Et avec des entreprises et des exploitants agricoles, et avec des salariés qui accompagnent. Je m'arrête là, je suis obligé de m'arrêter là parce qu'il est déjà moins le quart, on a débordé d'un quart d'heure. Les mots de la fin, ce sera, que je ne me trompe pas, Emmanuel de l'Étoile, je vous en prie, vous êtes le président du groupe. Oui, merci. On est pour l'emploi de qualité, tous ici. On est aussi ici pour les tables rondes de qualité, et je pense que celle-là en a été une. Donc juste quelques remerciements. Déjà, vous remercier toutes et tous d'avoir participé, activement d'ailleurs pour certains, à cette table ronde. Remercier Pascal pour son animation. Remercier l'ensemble du personnel d'Agrica qui a fait en sorte que cette table ronde soit un succès. Et puis bien sûr remercier l'ensemble des participants, pas simplement d'avoir été là, pas simplement pour la qualité de leur intervention, aussi pour la franchise et le naturel qui a été pendant toute cette table ronde et qui montre finalement, même si vous n'êtes pas dans les salles quand il y a les négociations, qui montre aussi pourquoi le dialogue social il est vivace et il est fertile, parce que on n'est pas toujours d'accord, mais il y a une franchise qui fait avancer le dialogue social dans le bon sens. Et puis remercier aussi les partenaires sociaux avec ma casquette Agrica d'avoir justement choisi Agrica, parce qu'on a parlé de la retraite supplémentaire, mais on n'a pas dit pourquoi elle était Agrica, et c'est aussi un choix des partenaires sociaux d'avoir choisi le groupe de protection sociale Agrica. Le groupe de protection sociale Agrica, on n'en a pas parlé, puisque ce n'était pas l'objet de la table ronde, mais je vais quand même laisser la parole donc justement au directeur général qui va, je crois, entre autres, dire quelques mots d'Agrica. Merci. Merci Président. Donc effectivement, quelques mots et un témoignage effectivement sur cette relation qui existe entre Agrica et l'ensemble de la profession, les organisations patronales et syndicales ici réunies, et celles qui effectivement travaillent autour du développement de la protection sociale. Oui, je voudrais simplement dire quelques mots pour rappeler que le groupe Agrica a été mis en place il y a un peu plus d'une vingtaine d'années par les organisations syndicales et patronales pour précisément participer au développement de la protection sociale complémentaire. Donc c'est sa vocation, c'est effectivement un groupe qui est paritaire. Donc nous avons effectivement eu des témoignages précis sur la manière dont ce groupe fonctionne et est piloté. Il est piloté par des conseils d'administration paritaires. Et puis, c'est un groupe qui a une vocation, je dirais, quasi exclusivement professionnelle. Agrica est au service des professions, du monde agricole dans son ensemble. Et je voudrais me permettre peut-être de vous donner une réflexion générale sur les différents échanges. C'est qu'on voit bien que cette protection sociale complémentaire, elle s'inscrit nécessairement dans un temps long. Et on a vu que un certain nombre de témoignages ont exprimé la pression du quotidien dans les entreprises, au niveau des salariés, qui effectivement montre bien que la vie et le développement du secteur se heurtent à des difficultés multiples. Ce que l'on peut dire, c'est que cette protection sociale complémentaire, elle apporte aussi de la stabilité, du statut, et elle se développe dans un temps long. Si l'on a pu effectivement proposer aux partenaires sociaux un régime de retraite supplémentaire par points, c'est parce qu'il y a des anciens qui, en 1952, ont imaginé ce régime-là. Et pas seulement imaginé, mais que ce régime, il a été également développé pendant 60-70 ans. Et que c'est un régime qui, aujourd'hui, a une solidité financière qui est forte. Il représente 1,2 milliard d'euros d'engagement. Il y a des fonds propres, il y a une solidité financière. Il y a des administrateurs qui connaissent toutes les arcanes permettant de piloter et de dialoguer avec les techniciens d'Agrica pour le pilotage d'un régime qui nécessairement accompagne le salarié pendant
toute sa durée de vie. Et par ailleurs, il y a tout un savoir-faire qui a été accumulé pour faire fructifier l'épargne des salariés. On a bien précisé que c'est une épargne qui n'est pas mutualisée, qui est individualisée, mais qui effectivement est placée et permet chaque année au conseil d'administration de déterminer si la valeur du point doit être valorisée. Et ces revalorisations, on le constate depuis de nombreuses années, sont à des niveaux très avantageux parce qu'effectivement, il y a tout un historique. Mes collègues parleraient de track record, c'est-à-dire effectivement, il y a tout un volume d'investissement qui permettent de placer à long terme et d'obtenir des placements. Donc ce qui fait que finalement, l'épargne des salariés est démultipliée par l'action d'accueil. Donc je voulais simplement donner ces éléments-là parce qu'ils montrent bien que le fait d'avoir un organisme paritaire, professionnel, au service du développement de la protection sociale complémentaire est quelque chose d'essentiel. Et moi, je suis vraiment tout à fait ravi, et c'est probablement la plus grande reconnaissance que nous pouvons avoir de notre travail, de voir qu'effectivement, cette protection sociale complémentaire continue de vivre et de se développer.